Dakar, la ville la plus chère du continent. Les Sénégalais vivent une problématique majeure au Sénégal, la hausse des prix. C'est le thème de la semaine à Courrier du Cœur, c'est tout de suite. Bonjour Ibrahima, bienvenue sur le plateau de Courrier du Cœur. Bonjour Kumba. Alors aujourd'hui on va parler de la hausse des prix au Sénégal, donc de la vie chère. Les Sénégalais se plaignent malheureusement énormément sur l'augmentation des denrées alimentaires, des transports, même des loyers. Comment expliques-tu cela? Merci beaucoup. Ce sujet que vous lancez comme ça, l'augmentation des prix que nous vivons au Sénégal en tant que père de famille. Et je vis de cela et je peux dire toutes les populations vivent quotidiennement cette sécurité de la vie au Sénégal. Aujourd'hui, on note que vous avez parlé de transport. Pour se déplacer à Dakar, il va falloir se déplacer. Il faut un moyen de transport. Aujourd'hui, on voit que partout, et sans un article dit ouais, il y a augmentation, on voit les prix sont augmentés. On ne sait pas pourquoi. Et alors que si c'est le pétrole, le prix du pétrole n'est pas encore augmenté. De ce que je sache. L'essence a augmenté quand même. L'essence a augmenté. Bon, c'est récent. Mais les prix du prix que la transport était augmenté avant l'augmentation du pétrole. Pour toi, quels sont les principaux facteurs qui contribuent à la vie chère au Sénégal? Bon, pourquoi cette augmentation, je dirais, soudaine en réalité? On peut noter deux choses dans l'augmentation, si on voit l'augmentation des prix. Deux niveaux. L'économie, économiquement, si le prix du pétrole est augmenté, ça va répercuter sur la production et sur aussi les services. Et encore, on peut enregistrer l'augmentation des prix si on a la croissance démographique qui augmente. Là aussi, on peut enregistrer. Mais aujourd'hui, on note qu'il y a deux causes qui peuvent donner cette augmentation. C'est quoi? Il y a la crise ukrainienne, on vient de sortir de la pandémie de Covid-19. Tout ça, ça peut jouer sur les prix. Parce qu'on est au Sénégal. Le Sénégal est un pays importateur des denrées. Et on voit aussi, c'est comme le blé, le riz. Tout ça, le Sénégal importe. Surtout le blé. Donc, s'il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie, là, ça va impacter sur le pouvoir d'achat. Ce qu'on appelle les transports maritimes vont encore augmenter le coût énergétique. Si on parle des coûts énergétiques, on fait allusion au prix du pétrole. S'il y a guerre, il y aura encore toujours des ralentissements par rapport à certains niveaux. Parce que le marché ne va pas bouger comme il le faut. Donc là, tu as parlé de la guerre. Donc comment la stabilité en fait, affecte-t-elle l'augmentation des denrées alimentaires? La stabilité, si il y a la stabilité, les gens peuvent travailler et les choses vont bouger. Mais s'il y a la guerre, on parle de ce qui peut. Chacun cherche comment il peut vivre. Et même dans la famille, les familles sont séparées. Donc forcément, il y aura quelque chose, des impacts négatifs qui vont répercuter sur le pouvoir d'achat des populations. Certes, on entend parfois d'autres dire la guerre qui se passe en Europe, ça n'a rien à voir avec le Sénégal. On se trompe lourdement. Parce que le Sénégal est un pays importateur. Le Sénégal, ici, on ne cultive pas du blé. Et le riz qu'on a, ça ne suffit pas. Il faut importer à l'Inde. Et tout ça, la Russie qui est un pays qui produit du gaz, et là,
les autres continents, si la Russie est en guerre, ce lien qui les lie, on peut parler de ce déplacement qui est entre les commerçants, ça va arrêter. Parce qu'on a vu tout récemment au Sénégal, lorsqu'il y avait un bruit là entre l'opposition sénégalaise qui est là, il y avait un bruit, je peux dire sous forme d'émeute, les gens qui se sont descendus sur le TSE qui est là, dans la rue, les banques même ont fermé leurs portes. Les grandes entreprises ont fermé leurs portes. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Nul ne veut accepter que sa vie soit menacée. Et la vie aussi des citoyens comme des commerçants, c'est comme ça. Si on sent cela, il y aura encore... les prix vont être augmentés. Voilà. Tu l'as dit tout à l'heure, tu es père de famille et mes félicitations pour le nouveau-né. On attend le baptême avec impatience pour voir ce bébé. Bénédiction pour la famille, la maman, le papa, le bébé. Merci beaucoup. Alors tu l'as dit, tu es père de famille et donc lorsque tu es amené à faire les courses comme tout le monde, comme chaque individu, le fait que le lait auparavant coûtait, le litre de lait Candia par exemple, je cite la marque, coûtait 700 francs, aujourd'hui c'est 1200 francs. Et en fait on n'a pas le temps de s'adapter, ça veut dire que c'est vraiment du jour au lendemain. On a l'augmentation des denrées alimentaires, l'huile qui est 400 francs plus chère. Nous avons la tomate, les tomates concentrées qu'on utilise tous pour le thieboudienne, pour la préparation culinaire, qui est vraiment augmentée de 500 francs, 600 francs. Donc comment toi tu le vis en fait financièrement? Comment toi en fait aujourd'hui, père de famille, tu vis cette augmentation directement? Bon, ça cause un problème énorme dans toutes les familles, y compris la mienne, parce que les familles, surtout les familles comme la mienne, qui n'ont pas de revenus, dont un pouvoir d'achat très élevé. Et si on voit l'augmentation ainsi faite, brusquement comme ça, là, ça va encore impacter négativement sur nous. Et ça peut même encore répercuter sur l'éducation de mes enfants et aussi de ma communauté. Parce qu'on est dans on est dans un territoire qu'on appelle le Sénégal de fraternité, le Sénégal de solidarité, Teranga. Donc là, tu le vis directement, c'est un grand impact sur toi. Tu as parlé aussi de prendre les transports. Donc toi, tu le vis comment en fait? Parce que tu l'as dit, il n'y a pas forcément d'entrée de revenus en fait dans ton domicile. Donc comment tu le perçois? Difficile. Et comment tu t'adaptes finalement Bon, je m'adapte par rapport, je dois diminuer de certains coûts essentiels pour faire d'autres. Comme bon, il faut toujours, si on est sur terre, il faut toujours s'adapter à la situation. Et parce que si on veut toujours réclamer, ça ne va rien changer. Comme vous venez de le dire, est-ce que je sens cette solidarité-là? Certes, on le sent plus qu'on le vit, la solidarité. Mais certes, il y en a au Sénégal, il y a la solidarité. Donc les familles sénégalaises sont solidaires? Ils sont solidaires. Et bon, moi, j'ai pas l'impression. Moi, je peux le dire parce que j'ai eu la chance de voyager un tout petit peu dans la sous-région. Et ce que je constate ici au Sénégal, moi, je peux me déplacer, venir chez vous et vous me donner un plat, mais ailleurs, cela n'est pas possible. Tu vois, d'accord. La fameuse teranga du Sénégal. Teranga du Sénégal. Alors qu'ailleurs, cela n'est pas possible. Mais quelqu'un qui doit toujours demander aux gens, s'il a cette vergogne-là, il ne va pas le faire. Oui, je vois. Vous voyez. Donc, un père de famille, chaque fois, il doit venir devant la porte de son autrui. Monsieur, je n'ai pas de riz. Demain, il vient, monsieur, je n'ai pas d'huile. Et mon enfant est malade. Là, ça cause problème. Mais bien sûr. Mais en fait, j'ai envie de dire que cette façon de vivre en réalité, malgré l'augmentation des prix aujourd'hui, moi je le vois au Sénégal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui au Sénégal, tout le temps, des SMS, des appels, j'ai pas d'argent pour ci, j'ai pas d'argent pour ça, les transports, à chaque fête religieuse, tu reçois des messages. Donc finalement, je me demande, est-ce que cette augmentation de prix soudaine a changé la vie, en fait, le train de vie du Sénégalais, qui, à la base, tend toujours la main, en majorité. Oui, ça a changé, parce que il y a deux choses aussi. Parce que si on dit que le Sénégal n'a pas d'argent et on est pauvre, il faut attendre assez des cérémonies.
Merci, c'est vrai. Lors des cérémonies. Lors des cérémonies. Non, les nouveaux bassins, les cheveux, il y a le mouton. Non, mais tu te poses la question, est-ce que vraiment ils ont des problèmes d'argent? Ça, c'est Chaque parfois... fête religieuse, ils sont là au garde à vous. Je suis désolé, mais ça, dans ma tête, ça me paraît paradoxe. On parle la vie chère. Et au lieu d'économiser pour préparer l'avenir des enfants, non, on est là à faire du folklore. On aime trop le folklore au Sénégal. C'est vrai, tellement. Je m'excuse du terme, mais c'est une réalité que je vis. Ah, mais je confirme, et comme tout autre père de famille, comme tout autre citoyen lambda, on le vit. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est vrai, on ne peut pas tout reprocher à l'État de faire ceci, à l'État de faire cela. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Changer son train de vie. Voilà. Ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Mais malheureusement, c'est ça que le Sénégalais lambda vit. Moi, je sais que je gagne 20 000 francs par mois. Je voulais vivre par jour 10 000 francs. Manger 10 000 francs par jour. Ça, c'est l'utopie. Ça, c'est inadmissible. Mais c'est la vie au Sénégal et le bon aujourd'hui. C'est tout ce qui nous induit en ça, on copie mal. Parce que les Sénégalais, il est hyper intelligent, mais on copie mal. Au lieu de copier tout ce qui est positif, nous, on copie positif et négatif. Si les deux vont, ça risque d'anéantir la positivité. Ouais, c'est vrai qu'il y a toujours... en fait, le Sénégalais en fait, aime bien faire comme. Voilà. Au lieu de faire comme, en fait, par rapport à des personnes de référence, à des personnes influentes, positivement, je dirais. Mais c'est vrai que le Sénégalais, il aime bien faire comme son voisin. Ma voisine a acheté un nouveau bazin, je dois avoir un nouveau bazin. Ma voisine a ouvert une boutique, je dois ouvrir une boutique, même si je n'ai pas les moyens. Et c'est ça qui est très problématique. Maintenant, concernant les fêtes religieuses, c'est vrai qu'on met beaucoup d'argent sur les fêtes religieuses. On mise tout. En fait, on va même jusqu'à emprunter de l'argent pour acheter son mouton de l'Aïd, pour faire le gamou, on va même emprunter, mais après, retour au domicile, on n'a rien à manger, le frigo est vide. On n'arrive pas à aller prendre le transport le lendemain pour aller travailler. Est-ce que ça, c'est normal? C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal, voilà. Il y a aussi le problème de la spéculation immobilière, donc de la hausse des prix des loyers, malgré la loi qui a été votée il y a de ça presque un an aujourd'hui. Là aussi, on peut dire à nos dirigeants de veiller sur tout ce qu'ils doivent voter pour le bien-être de la population. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, l'État est en train d'aider les familles à revenus faibles, qu'on appelle les familles vulnérables. Et il donne des subventions, et il donne aussi les familles aussi de chaque trimestre de quelques sommes pour les aider. C'est bien beau, mais est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est toutes les familles au Sénégal qui en bénéficient, sachant que c'est la majorité qui a un problème d'argent? Voilà, c'est ça. Quelqu'un qui connaît la situation sénégalaise, qui maîtrise la cartographie aussi des familles vulnérables au Sénégal, et sait que nettement, l'État ne peut pas gérer toutes ces familles-là. C'est impossible. Ça, c'est impossible. Mais ce que l'État doit faire, ce n'est pas l'État seulement. Parce que l'État, c'est vous et moi. Mais si tout le monde se courage, il va falloir que les privés, les gens créent de la richesse. Mais en fait, il faut créer une éducation financière. Réapprendre aux Sénégalais à utiliser son argent. Et aujourd'hui, on parle de marketing. On parle de... il y a pas mal de business que les gens peuvent faire pour avoir de l'argent. Il y a aujourd'hui pas mal de... Nombreux jeunes utilisent Facebook. Nombreux jeunes utilisent les réseaux sociaux. Pourquoi ne pas faire créer un boutique en ligne qui ne va même pas prendre beaucoup de temps, mais on attend trop de venant de l'État, on attend trop de venant des autres. C'est la facilité, mais on le dit, on le redit, c'est le mot que vous avez dit, c'est la facilité. Mais si on a une société qui est comme ça, elle sera toujours au dépendant des autres. Et là, ça va donner encore le courage de ces États, d'avoir le courage de hausser le ton et durcir vers les décisions qu'ils vont prendre. Parce que c'est important. Si l'État dit le loyer, on doit diminuer le prix du loyer, on voit 2 mois, tu vois les propriétaires. Mais est-ce que les propriétaires l'ont fait? Parce que j'ai pas l'impression, il y a eu pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux, on l'a vu sur Facebook, on l'a vu même sur LinkedIn, des locataires qui dénonçaient justement les propriétaires parce qu'ils n'ont pas joué le jeu. C'est pas tous les propriétaires qui ont respecté en fait cette nouvelle loi. La hausse des loyers a toujours été là et toujours là.
Ça va rester toujours là. Vous savez pourquoi? Parce que l'État doit toujours continuer à suivre les décisions prises. Moi, je le vis. Moi, j'étais à Niartali. J'ai quitté Niartali, je suis venu au niveau de Guédiawaye. Aujourd'hui, je suis à Kounou. C'est pourquoi. Pourquoi? Voilà. Parce qu'on parlait des hausses des prix. Et je sais que les hausses des loyers. Et ces hausses des loyers-là, je sais qu'à Niartali, pour prendre un appartement, ça me faut. Un studio d'abord, c'est 120 000. Alors que moi, je sais que je ne gagne même pas 150 000 par mois, par exemple. Et si on me dit de payer 120 000, il doit me rester 30 000 francs. Oui. La nourriture, le courant, l'eau, les enfants, l'école. Exactement. C'est impossible. Et donc là, je me suis dit, attends, je vais me déplacer en allant vers la banlieue. J'ai quitté Niartali, je suis venu au niveau de Guédiawaye. C'est un peu atténué. Mais à un moment donné, le fur et à mesure, après la Covid qui est là, et on voit cette guerre de l'Ukraine, les choses ont augmenté. Je me suis dit, encore non, je ne peux pas supporter. Donc ça veut dire que tu l'as vraiment senti, en fait, la hausse des prix t'a impacté en fait, Voilà. au sein de ta famille. Voilà. Donc malgré le fait d'avoir changé de confort, en réalité, pour réduire les coûts dans ton domicile, ça n'a pas suffi en réalité lorsque tu as encore déménagé. Exactement. Et c'est pour ce schéma-là, pourquoi je montre cette image, parce que c'est pour dire aux gens, nous devons s'adapter. Il faut qu'un père de famille s'adapte à la situation. Un père de famille responsable. Responsable. S'adapte à la situation et être intelligent. Parce que si on peut vivre au-delà de nos efforts, là, on aura une vie qui sera très amère. Aujourd'hui, parce qu'au fur et à mesure que le monde avance, il y aura forcément cette sérénité de la vie. C'est vrai, de votre bon, pour vous dire, voilà, il y a le pétrole qui est là, non, même ça. D'accord, même malgré toutes ces matières au Sénégal, et je dirais même sur le continent, là, on n'est même plus à un jour ou un mois où il y avait de démontrer toutes ces denrées riches que le continent offre. Je trouve que c'est quand même un peu dommage c'est toujours une partie de la population du Sénégal qui en souffre. Donc moi personnellement, je sais qu'au Sénégal il y a de l'argent. Au Sénégal il y a de l'argent, il faut arrêter. Mais où va cet argent? Ça c'est vraiment une question que je me pose, mais on va y répondre tout à l'heure, juste en regardant ce reportage sur la vie chère au Sénégal, c'est tout de suite. Dakar, c'est 4 millions d'habitants et son inflation à 2 chiffres. La capitale sénégalaise est devenue en 2022 la ville la plus chère d'Afrique de l'Ouest, devant Abidjan. Logement, transport, alimentation. Depuis 20 ans, les prix sont en constante augmentation. Alors comment vivre à Dakar ? Une ville où l'informel est la norme et dans laquelle 35% de la population se sent pauvre. Mon nom c'est Gapé Afi, Espoir, et je vis au Sénégal. C'est pas facile, mais nous sommes là quand même. Je fais mes petits commerces. Je vends arachides et les lougatimes, en fait, un peu plus précisément, un peu de divers. Attendez, je vous donne le sachet. Espoir est togolaise. Elle a installé son petit commerce de rue dans le quartier Ngor de Dakar il y a 7 ans. Elle fait partie des 900 000 commerçants informels de la capitale, sans existence légale, mais aussi sans salaire minimum, sans couverture sociale et sans retraite. Dans la capitale, l'informel fait vivre 97% de la population active. En 2017, ces travailleurs déclaraient gagner en moyenne 71 000 francs CFA par mois à Dakar, soit 108 €. Mais les écarts de revenus sont énormes. Vous pouvez trouver quelqu'un dans l'informel qui peut gagner jusqu'à 200 000, jusqu'à 300 € par mois. Alors que celui qui est dans le formel, qui travaille 8 heures par jour, il n'a que 100 €. Par exemple, si vous prenez un artisan du bois,
il peut te faire un chiffre d'affaires de 3 millions ou 4 millions ou 5 millions dans le mois. Espoir n'en est pas encore là. Pour une journée de travail de 11 heures, elle a gagné 7 900 francs CFA, environ 12 €. À temps normal, s'il y avait des clients, je peux vendre 12 kilos dans 2 jours pour le beignet. Je suis juste sur les 5 kilos ou 4 kilos parce qu'il n'y a pas de clients. C'est à cause de la crise et tout n'est plus pareil. Au Sénégal, les prix ont augmenté de 11% en un an. Alors anticiper les dépenses du quotidien est devenu un véritable casse-tête. On va retrouver Espoir au marché de son quartier. Elle va nous expliquer comment elle gère son budget. Clando, salam alaikum. Wakam côté marché. C'est 1500 le 1 litre d'huile. Avant, je prenais le raffiné, pourvu que le raffiné, ça coûte trop cher. Donc, il faut diminuer pour pouvoir s'en sortir un peu. Là, de ce côté, c'est le moulin là où je fais mes arachides. Actuellement, le kilo d'arachide est à 1200. Ça a beaucoup augmenté par rapport à avant. Avant, on le prenait à 700. Personne ne sait ce qui se passe. Alors, que se passe-t-il ? Depuis la pandémie de Covid-19, les prix à la consommation augmentent. C'est la courbe rouge. C'est pire encore depuis le début de la guerre en Ukraine. L'alimentation, ici en bleu, qui représente 40% des dépenses des ménages sénégalais, subit la plus forte hausse. En un an, les prix ont augmenté de 18%. Nous avons réalisé le panier classique des produits de première nécessité au Sénégal. Du riz brisé, de l'huile, des pommes de terre, des oignons en provenance des Pays-Bas, des tomates, de la dorade, du sucre et du pain. Et regardez l'évolution des prix. Tous ont augmenté. Et pourtant, le poisson, la pomme de terre ou la tomate, par exemple, ne sont pas importés. Il y a beaucoup de gens qui profitent de l'inflation pour faire de l'inflation. Surtout les détaillants, ils transmettent beaucoup plus que le coût exposé. Même si le prix baisse au niveau international, ça demeure élevé ici. Vous avez des surenchères inflationnistes. Le gouvernement a bien tenté par décret d'encadrer certains prix, comme celui du riz brisé ou l'huile. Mais sur les marchés, chacun fait sa loi. Ça me reste, waouh, ça fait pleurer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 650. C'est comme ça. Avant, la farine, le sac, c'était à 10 000. Et maintenant, il est combien ? C'est à 40 000 le sac. Donc, tout ce que tu travailles, c'est comme si tu travailles pour l'État, tu n'as pas grand-chose. C'est ça. Alors dans ce contexte, comment faire vivre une famille à Dakar ? Espoir a accepté de nous accueillir chez elle. Je vous ai acheté pastilles. Il est 15h, Espoir rentre avec le déjeuner. Ce sera l'unique repas du jour, un plat de spaghettis à l'igname. Mon époux, c'est un Ivoirien. J'ai 4 enfants, l'aîné a bientôt 18 ans. La famille loue cet espace composé d'une salle empruntée par les autres locataires et d'une chambre pour 80 000 francs CFA mensuels. Être propriétaire dans la capitale est devenu très compliqué. Avec la pression démographique, le terrain se vend aujourd'hui 15 fois plus cher qu'il y a 30 ans. L'État ne cherche pas à faire baisser les prix. C'est plutôt la hausse qu'il cherche à faire baisser. Donc il a pris une loi qui dit par exemple que sur le loyer, je ne parle pas du coût du terrain, mais les loyers, qu'il ne doit pas dépasser, disons, un certain pourcentage de la valeur du logement. Ce que font beaucoup de propriétaires, c'est
Quand le locataire proteste, c'est de le sortir par quelques subterfuges et d'amener un nouveau. Et donc de garder le même prix. Voici les dépenses mensuelles de la famille. Le loyer, 80 000 francs CFA. L'école des 2 aînés, 34 250. Les transports pour se rendre à leur travail, 40 000 francs CFA. Viennent ensuite les dépenses de nourriture, variables, mais estimées pour un ménage de 5 personnes à 200 000 francs CFA par mois. S'ajoutent les frais de santé. Au total, plus de 350 000 francs CFA de dépenses mensuelles. Une somme intenable avec les revenus très instables d'Espoir. Son mari a dû prendre un emploi supplémentaire la nuit. Tout le monde vit la même chose actuellement au Sénégal. On travaille pour survivre, payer le loyer, payer l'école des enfants, c'est fini. Je travaille, je mange, je travaille, je mange. Alors, on l'a vu dans le reportage, donc c'est une femme togolaise qui est installée au Sénégal, donc qui fait comme elle peut, donc qui a créé un business de cacahuètes et qui gagne en gros 7 000 francs par jour selon elle. Et d'après elle, c'est des bons jours. Donc on voit que il n'y a pas, on a entendu dans le reportage qu'elle n'a pas d'autre aide, elle n'a aucune aide en fait au Sénégal parce que déjà elle est étrangère au pays et en gros donc elle travaille dans le noir. Comment toi tu expliques ça en fait? D'abord, je salue d'abord la bravoure de la femme. Et tantôt, je viens de le dire, il va falloir que si une étrangère vient s'installer au Sénégal, elle gagne à travers son engagement, sa détermination, sa petite entreprise, elle gagne 70 000 francs par jour. 7 000. 7 000 francs par jour. C'est minime, mais c'est bien d'une part. Pourquoi c'est une petite entreprise qui est en train de se décoller par rapport à certaines difficultés. Parce que moi, je suis un PDG d'une entreprise, je connais les béabas. Ça, c'est clair. Les béabas de la situation qu'elle est en train de traverser. Donc, c'est pas facile. Il va toujours passer 7 000 francs par jour. C'est bien, d'une part. Mais pour quelqu'un qui est là, qui veut employer des jeunes, parce que son ambition ça ne s'arrête pas à elle seule. Son souhait, c'est d'aider, grandir cette entreprise. Mais si elle retrouve des difficultés, comme vous venez de le dire, donc avec la vie chère, les loyers chers, ça sera très très difficile pour elle. Mais je l'encourage parce que la créativité ne doit pas venir d'autrui. Il faut toujours s'adapter, comme elle sait de s'adapter. Elle a quitté un pays au Sénégal. Et déjà, j'ai entendu, elle a fait 7 ans. D'ici cette autre année, ces choses vont booster. La preuve, vous voyez nos parents pour là qui sont là, qui viennent de la Guinée. C'est la même chose. Mais parlant de nos amis guinéens, mais ils sont partout. Voilà. Ils sont partout, mais c'est que... Attends, voilà. Est-ce que ça aussi, c'est pas un problème? Est-ce que c'est pas une problématique? Les Guinéens sont là en train d'ouvrir leur boutique partout. Chaque boutiquier, tu vois, ce sont des Guinéens partout, peu importe où tu vas. Et le Sénégalais, lui, qui dit il n'y a pas de travail, il se plaint, mais il ne va pas aller sur le terrain. Parce que le Sénégalais, parfois, il est complexe. Il aime la facilité, encore une fois. Peut-être ce mot est là, mais pourquoi il est complexe? On se connaît, vous et moi. Et vous me trouvez dans ma petite boutique, je suis comme vendeur de café. C'est la première personne qui va me décourager, c'est mon ami qui va me dire. Ah, mais ça c'est clair. Je me rappelle, en première année à l'université, je disais à mes amis, moi, je vais créer une boutique de... Comment on l'appelle Informatique? Non, c'est des choses là, vendre les Wori là, à l'époque, Wori et John Johnny. Je ne connais pas. Ah, Wori? Wori et John Johnny. Il y a un ami qui me dit, mais d'abord, tu fais management des affaires internationales et toi tu te dis, tu vas... Non, attends, d'abord, arrête. D'accord, donc c'est ce complexe-là, effectivement. Parce que si on écoute les gens, on ne peut pas aller. Et toujours, pour devenir grand, il faut commencer petit à petit.
Mais on ne peut pas naître aujourd'hui, grandir aujourd'hui et voilà. Et gagner des millions. Gagner des millions aujourd'hui. C'est pas possible. Et c'est ça que les Guinéens ont compris. Le Sénégal, nous on dit il n'y a pas de travail. Eux, ils viennent, vous sortez ici, vous allez voir quelqu'un, un jeune, qui a une caisse, il vend cigarettes, lait, café. Et demain, vous allez le retrouver, il va vendre des pommes, des bananes. D'ici au bout d'un an, c'est vrai. Il ouvre sa boutique. Il va ouvrir une boutique. Là, parce que l'État ne va pas tout faire. Et c'est à nous, les jeunes, d'avoir ce courage-là. Et si on a ce courage, l'État peut nous appuyer. Mais malheureusement, les gens... Mais pour que l'État puisse appuyer, là aussi, c'est encore un autre domaine. Voilà. Il faut être éligible, il faut avoir des dossiers, il faut avoir des papiers. C'est des dépôts, c'est l'administration qui n'est pas forcément là. Donc c'est un peu compliqué aussi parce que même si une personne qui a vraiment toutes les qualités, toutes les compétences pour, et vraiment le vouloir, hein, vraiment l'ambition, la motivation pour s'en sortir, il y aura toujours un blocage. Le blocage, ça va être l'administration sénégalaise. Ouais, ça... Les dossiers, les documents qu'ils demandent, des dossiers qui font des 20 pages et 30 pages à remplir pour avoir finalement une aide. Des conseils, parfois même des conseils que tu n'as même pas besoin. Parfois, tu es même plus, tu es la mieux conseillée, la mieux renseignée par toi-même que l'individu qu'on va t'apporter dans ton domicile et qui n'aura même pas les compétences en réalité. Donc ça aussi, c'est une problématique. Effectivement, l'État ne peut pas tout faire. Ouais. Moi, je n'y crois pas du tout. Hein. Le gouvernement qui va tout faire, qui va nous porter au... Non, c'est pas possible. Mais maintenant, je dirais que pour qu'on puisse bénéficier d'une aide parfois au Sénégal, il y a beaucoup de contraintes. Et si tu n'es pas sur le parti de l'APR, le parti du pouvoir, tu n'auras pas aussi l'aide, il faut dire la vérité. Parce que si tu fais partie de l'opposition, on ne va certainement pas te regarder. Bon, là, moi, je peux vous prendre en contre-pied sur ça. Vous savez pourquoi? Moi, je suis un parti politique au Sénégal. J'ai une entreprise. J'étais candidat à une élection. Et j'ai dépensé pour ce parti. Mais personne ne m'a financé. Je vois les gens qui sont opposants, qui bénéficient. Cela veut dire que l'État est là pour tout le monde. D'une part, les gens croient que le parti est comme ça. Mais d'autre part, comme vous l'avez dit, on est contraint par les papiers administratifs. C'est ça les contraintes. Parfois, on te demande des choses que toi-même tu l'as déjà. Et ce qu'on peut donner comme conseil, tu as déjà acquis ça, c'est parce que la pratique vaut mieux que la théorie. Déjà sur le terrain, ce que je sais, et si je pars pour quelqu'un qui va me courser pour comment faire une entreprise, je peux lui dire, je suis en avance de lui parce que je suis déjà sur le terrain. Si je ne le dis pas, personne ne peut le savoir, que bon, je suis un PDG d'une entreprise qui fait import-export. Je vends des téléphones, j'ai des emplois, mais aujourd'hui, ce qui manque, c'est le courage. Ah oui, ça c'est énorme. Hein, oui. Le courage d'entreprendre. La différence, vous êtes française. Je peux dire, si vous me permettez, vous êtes française. Française, oui. Et aujourd'hui, la preuve, pas mal de jeunes qui sont en France sont des entrepreneurs. Oui. Mais au Sénégal, tout le monde veut aller dans le bureau. Tout le monde veut aller dans les ministères. Tout le monde veut être salarié. Salarié. Alors quoi? Mais tu as dit quelque chose, tout le monde veut être dans les ministères. Oui. Donc en gros, tout le monde veut être dans la politique. Très bien, c'est le mot. Parce que le Sénégal tourne autour de la politique. Tout est politique. C'est le mot. Et si tu es bien placé, tu peux bénéficier de tous les avantages du Sénégal. Et c'est ça que je disais. Donc est-ce qu'il ne faut pas être dans l'APR? Est-ce qu'il ne faut pas être au pouvoir? Est-ce qu'il ne faut pas chanter le nom du président pour bénéficier de quelque chose? Alors que tu as une personne qui n'est même pas forcément dans l'opposition, qui n'est même pas dans la politique, mais qui est tellement compétente, qui est diplômée et qui est motivée, qui a des ambitions et des projets extraordinaires, mais qui n'est pas dans la politique et donc ne bénéficie d'aucune aide au Sénégal. Est-ce que ça, c'est normal? Ça, c'est comme si c'est comme ça, et si c'est comme ça, c'est pas normal. Mais moi, je ne le vois pas comme ça. Et ce que je vois, c'est quoi? C'est la jeunesse qui s'est laissée à elle-même. Parce que paresseuse, une jeunesse paresseuse. Bon, voilà, si vous voulez. Mais rien ne se fera dans ce pays sans cette jeunesse-là. C'est la jeunesse qui doit prendre ses responsabilités. Moi, je le dis à qui veut l'entendre. Je ne veux pas être là pour sentir quelqu'un pour que demain il me donne quelque chose. Je sais que Dieu nous a dit, Dieu ne va jamais descendre sur terre pour aider les gens. On peut s'entraider.
mais je ne peux pas être votre mouton de pâturage. Je ne peux pas être trop dépendant de vous. Et si on prend la politique ainsi, là, c'est la jeunesse qui sera un grand perdant. Et le pays va se redresser envers le chaos. Pourquoi? Parce que l'adage nous dit, dis-moi quelle jeunesse que tu as, je te dirai quel peuple que tu auras. Si on a une jeunesse comme moi, paresseuse, là, on sait que demain, c'est des étrangers qui vont venir pour prendre tout, piller toutes nos ressources et aller avec. La preuve, à l'instant T, on vient de... C'est aujourd'hui, c'est le cas aujourd'hui. Voilà. Bah, ce que tu dis là, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est ça. Mais combien d'entreprises, combien d'étrangers sont venus investir au Sénégal? Des Coréens, des Russes, des Français. Pourquoi maintenant nous avons l'association France Dégage? Donc c'est pour vous te dire qu'ils sont installés. Mais ils sont installés pourquoi? Parce qu'on leur donne l'opportunité et parce qu'ils ont des projets, ils ont des entreprises, mais qui contribuent au développement de l'économie du Sénégal. Je dirais sans Auchan. Pourquoi Auchan dégage? Auchan n'a pas dégagé. Auchan nourrit aujourd'hui combien de familles sénégalaises? Il y a combien de Auchan? Et si tu regardes dans tous les Auchan, ce sont des Sénégalais. Donc si Auchan ferme, ça va être encore une perte, mais immense, un gros trou dans l'économie du Sénégal. Vous savez pourquoi? Pourquoi ces étrangers sont venus installer? Nous, on nous apprend, pour qu'une entreprise puisse installer, il va falloir trouver un vide, se démarquer des autres. Et nous, on ne fait pas cette créativité-là pour barrer la route à Auchan ou aux étrangers. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas que les gens oublient une chose. On est dans un monde de challenge. On est dans un monde de concurrence. Aujourd'hui, ce qui est valable au Sénégal, pour que les Sénégalais, si les Sénégalais disent aux Européens de ne pas venir, et les Sénégalais, lambda, nous, notre riz, on le prend où? Nous, notre blé, on le prend où? Dépendance aux produits importés. Importés. Et cela, ça contribue aussi à la hausse des prix. Des prix, exact, forcément. Et cette dépendance-là, une fois que c'est quelqu'un qui fait commerce international, il maîtrise les b.a.-ba des tracés. Quelle est la solution justement pour contrer justement à cette forte importation et qui est haute en fait en réalité à cause des transports, à cause des taxes douanières? Donc quelle est la solution en réalité pour éviter cette importation? La solution, elle est énorme. Parce que si on va commencer par étape. Très bien. Concernant, parce que le Sénégal, il importe sur 3 matières majeures de base. C'est le blé, si on parle de farine en poudre, farine, le riz, le lait. Mais aujourd'hui, prenons l'exemple du riz. Le Sénégal, si vous partez dans la Casamance, Basse Casamance, il y a combien de vallées là-bas non cultivées? Vous partez vers le Matam, vers le Ourossogui, il y a combien d'espace? Si on finance, l'État prend je peux dire quelque chose aujourd'hui, peut-être les gens l'ont déjà dit. Les prisonniers qui sont là, je prends l'exemple des prisonniers, que je souhaite à tous ces prisonniers-là que Dieu les aide à sortir de prison. Si l'État les prend, au lieu de les nourrir comme ça, au lieu de les dépenser comme ça, ils vont aller cultiver la terre. Chaque produit qu'ils cultivent, comme le riz, si tu produis 10 tonnes, il peut avoir des pourcentages. Vous allez voir quelqu'un qui est prisonnier, il sort demain, il a quelque chose comme revenu pour refaire sa vie. Pour la réinsertion. Pour la insertion. Et en même temps, ça va contribuer encore, ça va diminuer le coût de l'État. Oui, nous le voyons aussi aux États-Unis, donc parfois ils payent leurs dettes avec des heures de travail en fait, en réalité. Donc, mais attention, parce que c'est une idée, mais qui peut avoir quand même double tranchant. Pourquoi? C'est qui tout double en réalité? Est-ce que ça ne va pas inciter finalement tous les délinquants à commettre des crimes et à se dire ben, c'est pas grave, au pire j'aurai un emploi après en allant en prison et je vais construire mon entreprise et sortir et je vais avoir de l'argent? Attention, là, double tranchant. Non, là aussi, parce que là ça veut dire que les criminels ne seront pas réellement punis en fait de leurs crimes. Imagine-toi la gravité, un meurtrier ou un violeur, finalement on lui donne de quoi créer son entreprise par la suite et il s'en sort. Mais quand il sort de prison, il est à l'aise. Et la famille donc il a détruit, voilà quoi. Mais même ça, il ne faut pas qu'on oublie. Et quelqu'un qui commet un crime, il est emprisonné pour 10 ans de prison, il sort. Et demain, c'est ce même population, ce citoyen lambda qui va dire, non, État.
Vous voyez. Et ce que je voulais faire comprendre, c'est pas... C'est vrai, c'est quelqu'un qui a commis un crime doit être puni. Mais ce que je vois, c'est la population, ce que la population peut gagner de ça. Et parce que tous les gens... En main d'œuvre. Même en revenu. Vous savez pourquoi? Les gens qui sont en prison, c'est l'État qui les nourrit, de ce que je cherche. Et c'est l'État qui prend tout en charge. Et qu'est-ce qu'il donne à l'État? Qu'est-ce qu'il donne en revanche? Rien du tout. Vous voyez? Mais si, parce qu'on parle de l'autosuffisance en riz, l'autosuffisance alimentaire. Pour cela, il va falloir que l'État puisse, parce que si on veut créer de l'emploi, mais ces gens-là qui sont là, pour aller travailler, même s'il peut avoir un faible taux de pourcentage, l'essentiel, que ces populations-là puissent bénéficier de certains revenus. C'est-à-dire atténuer le coût. On ne va pas assister à ce pays-là qui va importer plus de riz ou plus d'oignons, mais on va au contraire qui peut produire. Vous savez pourquoi? Le contraire qui va se produire, les Sénégalais peuvent même importer du riz et de l'oignon, parce qu'on a de l'espace. Non, justement, le problème en fait de la hausse aussi, c'est l'importation, comme tu l'as dit tout à l'heure, donc c'est l'importation. Donc, je pense que si c'était le consommer local, comme le président a essayé de le faire, pousser en fait la population à consommer local, à ne plus importer. Parce qu'aujourd'hui, même si tu as un créateur, un tailleur par exemple au Sénégal, les tailleurs sont extraordinaires. Ils sont manuels, ils font des travaux manuels, mais extraordinaires. Les tenues, les cordonniers, tu as l'impression même que c'est du prêt-à-porter en réalité. Donc ils sont très forts. Et les Sénégalais sont forts. Hein. Et donc je trouve que pourquoi ne pas pousser le Sénégalais à consommer local pour éviter justement d'importer et de souffrir, de subir encore la hausse des prix des denrées alimentaires par exemple? Voilà, pour ça, comme je l'ai dit tantôt dans mes propos, j'ai dit que les Sénégalais aiment trop copier sur les autres. Et là, c'est le problème. En tant qu'un jeune qui a fait toutes ses études ici au Sénégal, qui est né ici, grandi ici, parfois, il y a un riz qu'on appelle riz du Valais. Oui. Le riz du Valais, parfois les femmes te disent non, Kiobida Sagan. Ça veut dire? Bon, moi, une Kiobi, c'est pas comparable à ce qu'on importe. Est-ce que vous voyez? En gros, c'est pas comme le riz parfumé. Parfumé. Est-ce que vous voyez? C'est pas ça. Parfois, il te dit non, attends, ce riz-là, non, c'est trop gros. J'en suis sûre et certaine que si on prenait ce même riz de la vallée et qu'on prenait les emballages des sacs des riz importés, elles ne vont même pas connaître la différence. J'en suis sûre. Exactement. C'est mental, c'est psychologique. Très bien. Pourquoi ça? Parce que les gens se voient, tout ce qui est ici, sont inférieurs à ce qui vient d'ailleurs. Et là, c'est le mot, c'est la folie. Et là, l'État ne peut rien. Ça, c'est les citoyens lambda qui doivent s'adapter. Dire, moi, ce que je cultive, c'est ça que je dois manger. C'est un bon produit. C'est un bon produit. La preuve. Mais sous-estimer la terre sénégalaise, c'est très grave. La preuve. Les Sénégalais qui produisent de l'arachide, qui ont cultivé des arachides. Est-ce que vous avez vu des lieux d'arachide ici? Depuis que vous êtes là, vous avez vu. Certes, c'est des gens qui. Nous, moi, en tant que paysan, je ne peux pas acheter de l'huile d'arachide. Pourquoi donc on ne consomme pas l'huile d'arachide? Connaissant les vertus extraordinaires de l'huile d'arachide. Voilà. C'est parce qu'il y a d'autres coûts pour le faire, parce que le Sénégal fait qui exporte l'huile. Et là, ça va revenir encore sur le marché. Ça sera beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. Vous voyez. Mais si l'État implante des usines, comme Sonacos qui est là, ils vont produire de l'huile. C'est l'huile-là qui seront de l'huile de qualité, parce qu'on peut importer en même temps des produits finis. Mais nous, on importe. C'est l'industrialisation. Il faut industrialiser tout. Exactement. Même dans les cosmétiques, si tu industrialises, tu fais des produits donc à grande échelle et là tu vends tes propres produits locaux. Mais c'est vrai, ça aurait été une bonne chose. Deuxième chose, le Sénégal, pour moi, le Sénégal c'est un carrefour dans l'Afrique, voire même dans le monde. Le Sénégal qui doit tout faire pour inonder le marché africain. Effectivement. Souvent. Oui. Et pour inonder ce marché africain-là, le Sénégal a pas mal de potentialité. Vous avez parlé des cordonniers sénégalais.
Moi, je me rappelle, il y avait une dame allemande là qui est au niveau de Addis Abeba. Elle me disait, les Sénégalais, vous êtes hyper intelligents. On me dit, la preuve, les Chinois, là, s'ils construisent certaines choses, ils ne veulent pas que vous le voyez parce que c'est la nuit qu'ils vont le faire. Effectivement. Je suis au Sénégal, je ne sais même pas. Et elle me dit, c'est ça. Parce que ça suffit que vous le voyez. Et vous voyez ce génie créateur qui est inné au Sénégalais. Ça suffit qu'on a ce courage, qu'on a cet appui, qu'on a cette opportunité pour saisir, on va inonder le marché africain. Et si on inonde cette marché africain, sur les autres continents. Ça va aller dans le continent. Parce que tout à l'heure, vous l'avez dit, ensuite, il n'y a qu'à créer en fait, son business, même en ligne, parce qu'aujourd'hui, tout est digitalisé. Voilà. Aujourd'hui, on va dire 80% de la vie, c'est digital. Donc, on passe notre temps, on passe 3 heures, 4 heures sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc, tu as des réseaux comme LinkedIn très professionnels. Voilà. Facebook, Facebook, on va dire, c'est semi-professionnel, parce que c'est plus du folklore passe-temps. Mais sur Facebook, on peut vendre. Il y a le marketplace, on peut vendre ses produits. Donc, c'est vrai qu'après, tu as la possibilité aujourd'hui de développer un business en ligne, c'est vrai. Ouais. Mais maintenant, il faut retirer ça en fait, de l'esprit des Sénégalais, de penser que les produits locaux, en fait, c'est inférieur aux produits extérieurs. Or que la qualité, elle est là. Et ici, on n'a pas besoin de dire que c'est du bio, on n'a pas besoin d'être certifié, parce qu'à la base, le Sénégalais n'a même pas de l'argent pour acheter des pesticides et les utiliser. Ouais. Donc, c'est pour te dire que tout est naturel à 100%. C'est bio à 100% et naturel. Et donc, c'est ça qui est dommage, et que c'est dommage que le Sénégalais aussi ne mette pas ça dans son esprit. Moi, j'ai testé il y a plusieurs années, c'est pourquoi je sais que les cordonniers, franchement, ça m'a dépassé, ils sont tellement forts. J'ai pris une photo sur Internet d'une chaussure, il m'a reproduit la même chaussure, mais la qualité était exceptionnelle. Voilà. Un cuir qu'il a fait lui-même. Donc, tu vois, la peau séchée au soleil, et puis après, il a confectionné avec cette peau-là. Non, mais, et en plus, à moindre coût, donc c'est extraordinaire. Et c'est dommage qu'on n'aide pas, en fait, les tailleurs sénégalais, les cordonniers. Après, l'industrie aussi du cosmétique. Aujourd'hui, est-ce que tu peux me donner une marque, je dirais même pas sénégalaise, il ne faut pas rêver, une marque africaine, industrielle? J'en connais pas. Moi, en tout cas, j'en connais pas. Idem. Mais c'est dommage, parce que là, par contre, j'aurais bien aimé avoir l'aide de l'État. Ouais. Là, oui. C'est-à-dire que quand la personne est bien avancée dans son business, par ses propres moyens, on le sait très bien. Donc, quand la personne est bien avancée, bien structurée, tout est aux normes, avoir une aide, un appui, je ne sais pas de quelle structure, de la DER, FONGIP, FONSIS, ce que tu veux, mais qui va aider cet individu-là pour industrialiser son commerce, son business, l'aider à vendre dans les supermarchés Auchan. Auchan, c'est partout. Il y a combien de supermarchés? On en est peut-être à 40-50 au Sénégal. Ouais. Imagine, Auchan est aussi en France. Auchan c'est français. Ouais. Donc imagine-toi si le créateur donc, arrive à vendre son produit dans les supermarchés, ça va directement en France. Ouais. Et c'est connu à grande échelle. Et ça, c'est dommage en fait qu'il n'y a pas cette aide réelle en réalité. Je vais vous dire une chose, que le Sénégal, je le dis, c'est un hub pour moi, c'est pour le monde. Et le miel. Que j'adore le miel, surtout le miel de Kédougou. Le miel de Kédougou, c'est extraordinaire. Vous voyez, le miel, oui. On a des races d'abeilles qui sont rares, qui sont les races les plus recherchées dans le monde. Est-ce que vous voyez? Et ça, pourquoi l'État, connaissant cela, ne doit pas mettre un paquet pour... On parle qu'il a des moutons là, qu'on est là, on les élève. Pourquoi on ne va pas faire élever les abeilles? Et là, à grande échelle, le Sénégal sera exportateur de miel dans le monde. Mais un miel d'or, je dirais. Voilà. Et parce que dans le Sahel guinéen, les races les plus recherchées, les abeilles, ça se trouve ici. Guinée-Conakry, Sénégal, jusqu'en allant vers la Guinée-Bissau. Tout ça. Et quand l'espace là qui les sépare, il y a la Casamance qui est là, ici vers le matin. Ces abeilles là, aujourd'hui, les Européens sont en train de chercher. Mais nous, en tant que jeunes, si les gens s'implantent dans ça et l'État les appuie, vite fait, on va gagner des bailleurs qui vont venir parce qu'ils n'ont pas ça. Mais malheureusement, si on part,
Il y avait cette même Allemande qui me l'a parlé. On discutait des miels. Je lui ai dit, mais nous, ce que je vois dans les documentaires, il me dit, toi, tu es agronome ou tu es quoi? Moi, je suis partout. Parce que je suis quelqu'un qui est curieux. J'aime découvrir certaines choses par moi-même. Et il me dit, effectivement, vous voyez, je vois parfois les Africains, les Sénégalais, vous brûlez les abeilles. Vous le faites en Europe. Qui est au niveau de l'Allemagne, vous serez emprisonné. Pourquoi brûler les abeilles ici? Non, pour avoir du miel, il faut brûler. Parce qu'on ne connaît pas. On connaît pas. Parce que si on ne connaît pas d'autrui, on va mal prendre. Tout ce que l'on ne connaît pas, ne maîtrise pas, il va dire du n'importe quoi. C'est pour ça que René Descartes disait dans un discours, il dit, il faut éviter la prévention, la précipitation et la prévention dans chaque chose avant de la trouver comme telle. Et nous, on ne connaît pas, on est pressé. C'est vrai, on est pressé. Très bien. On est pressé. C'est vrai. On va regarder ensemble donc le micro-trottoir, on va comprendre et essayer d'analyser ce que les Sénégalais pensent de la vie chère au Sénégal. C'est tout de suite. waaw dund gi de moom seer na cher boo xamante ne foo ko natt daal weesu na ko moom foo ko natt rek weesu na ko Sédhiou nii bu njëkk ba sax da nga naan yow sa benn 5000 francs sax di nga si mën a def joxe dépasse ndekki añ reer ba amaana sa xale yi mën nañ si am njogonaal mais léegi 5000 francs mënul sax ndekki kon loolu moom dund gu cher moom romb na foofu noonu. non Dakar mënoo too fi denc xaalis Dakar mënoo fi denc xaalis parce que léegi soxla yi sax moo ëpp xaalis bi. da ngay xëy am soxla benn ren 10 000 francs yàlla natt la nga am 10 000 francs yi beneen soxla bu gën a taxaw bu gën a jàmp boona taxaw mais loolu ñoo yëpp si dund bu cher bi moo ko waral. parce que instant yii soo xoolee dëkk bi lépp a yokk lépp te da ngay xëy du jour au lendemain lépp di yokk mënuñu concevoir tey dëkk boo xam ne nga nekk si Sénégal tey laa wax lépp loo bëgg laa wax lépp looy xëy di ut wala dépense booy xëy di am lépp si lekk lay def lépp si lekk lay def courant bi cher na ndox mi cher na lekk yi cher na location bi cher na daal Sénégal kenn mën la wax laa maanaam tey lépp li ngay daw pour lenn kese la mooy maanaam pour li ngay dundee kenn mënatul denc dëkk boo xam ne laa da ngay xëy laa wax yow lenn la laa wax mënoo dencati te instant nga am besoin sax nit ñi ngay mën a woo téléphone ne la doole daa am lu may liyante wala lii laa mën a def wala lii laa bëgg a def parce que amatoo loo denc te soo demee ba amatoo loo denc tey laa wax mooy dëkk bi métti na. di wax ni que ñun Sénégal fi mu toll nii moom xàmmeetuñ ko dund bi cher na métti na da ngay xëy chaque jour di war a dem marché di ndugg xaalis bi di gën a wàññeeku boo bëggoon jënd bool pot sa doo ko am foo bëgg a paas dem paas bi yokku na lépp a yokk léegi sax da ngay bëgg di jënd sax ñam bu neex boo yoree téeméer doo reer ay jamono ñun dañ la yore ñaar fukk di reer mbaa 200 sax di ndékki ba suur waaye léegi boo yorul xaalis amul la njëriñ te boo yoree xaalis day gaaw a dem ndax lan lépp a cher lépp a yokk amul lu wàññeeku te lu yokk lu ne ñu ne lii moo tax mu yokk bu loolu dañee wax du wàññeeku waat léegi continuer di yokk rek ñu ngi nag ñaan état bi nag mu dimbali ñu si loolu ñu wàññi inflation bi ndaxte moom dëkk bi métti na loolu mu ngi xat-xatal famille yu bëri jamono jii nii moom yu bëri bàyyi nañ seen jàng mbaa ñi bàyyi nañ seen ay rêve ngir lan dund bu cher. Alors, on a pu écouter ensemble donc trois micro-trottoirs, donc trois personnes différentes qui donnent leur point de vue sur la hausse des prix au Sénégal, donc la vie chère. Donc, on a entendu que la vie est tellement chère qu'on ne peut même pas le mesurer. Les transports sont tellement chers qu'on peut aller nulle part. Auparavant, avec 5 000 francs CFA, tu pouvais avoir le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Aujourd'hui, pas du tout. Dakar, tu ne peux pas garder de l'argent, donc tu ne peux pas faire d'économie. Tu as plus de soucis que d'argent. La vie est augmentée au Sénégal, donc quand tu vas chercher de l'argent, tu perds tout ton argent en réalité. Nous avons aussi entendu qu'on ne reconnaît plus du tout le Sénégal aujourd'hui. Tout va dans les dépenses, donc tout ce que tu cherches, tout ce que tu arrives à trouver dans la journée, ça part automatiquement dans les dépenses. On a aussi entendu que l'eau, l'électricité, le loyer sont devenus très chers au Sénégal. Alors on a aussi pu constater, donc chercher l'argent aujourd'hui sert uniquement à survivre. Donc là c'est très grave, hein, ça arrive à un point très très critique. Et tu te lèves automatiquement pour emprunter de l'argent. Donc voilà le micro-trottoir d'aujourd'hui. Qu'en penses-tu, Ibrahima ?
Oui, si on dit juste les réalités que nous sommes en train de vivre. Mais d'une part, il va falloir qu'on accepte aussi ces réalités-là qu'on est en train de vivre. La vie est tellement chère, mais si on fait une toute petite comparaison par rapport à chez vous en France, parce que hier je suis en train de regarder quelque chose pour faire une comparaison. Je vois que le Sénégal a 30% moins que la France. Ah, moins quoi? Des prix, de la cherté des prix. Le Sénégal, plus de 30%, moins que la France. Donc tu es en train de me dire que le Sénégal est moins cher que la France? Oui, est moins cher que la France, d'après ce que je vois hier. Et pourquoi? Pour moi, il y a une part de responsabilité que l'État a compris. Il a subventionné certains produits qui sont nécessaires, comme le riz, le sucre, le blé, la farine. Vous voyez, là, c'est pour atténuer le pouvoir d'achat des populations. Et ce qu'ils font aussi, donner la population, recenser les familles les plus vulnérables et de les donner une enveloppe. Ça aussi, ça participe à atténuer la sécurité. Les problématiques financières. Voilà. Oui. Mais il y a d'autres problèmes qu'on peut renoter dans tout ça. Parce qu'on l'a dit dans nos propos au début, en parlant que les causes qui sont liées à cette sécurité-là, c'est d'abord, il y a la guerre. Nous sommes sortis de la pandémie. Automatiquement, on s'est plongé dans notre problème. C'est quoi? C'est la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Vous voyez, ces deux problèmes-là, peut-être nous qui sommes ici au Sénégal, on peut prendre non, ça ne nous concerne pas, mais ça nous concerne plus que eux-mêmes. Parce que si on prend la Russie qui fournit, qui donne 5 millions à 6 millions de tonnes de blé pour les pays africains. Vous voyez, c'est 5 millions et 6 millions de tonnes de blé. S'il y a la guerre, ça va s'arrêter. Et c'est ça ça répercute sur le coût, pouvoir d'achat du pain. Oui, on a vu on a vu les boulangeries boycottées. Voilà. Il y a quelques temps, on avait même fait des articles dessus. Et puis, moi, je les blâme d'une part. Ça, c'est pour entrer en matière. Lorsqu'il y a une hausse des prix des blés ou bien il n'y a pas de blé, on a quelque chose qui nous appartient. C'est le pain, on appelle le pain local. Vous connaissez le pain local? Non. Le pain local, c'est le pain en mil. Ah, le mil, bien sûr, oui. Ah, qui est bon d'ailleurs. Je l'adore, c'est super bon. Donc, c'est automatiquement... Il y a la solution derrière. Il y a la solution. Parce qu'il y avait un penseur qui dit, lorsqu'on ne connaît pas son problème, il n'y a pas de solution. Mais lorsque je sais que je suis en danger, je ne suis plus en danger. Je dois me protéger. Lorsqu'on sait qu'on a un problème, il faut automatiquement trouver une solution. Les boulangers sont partis jusqu'à avoir ce pain local-là. Le pain, ça, il devait fournir, imposer à la population. Si je dis, moi, Kumba... Proposer en fait ce genre de pain, en fait. Oui. Proposer une alternative. Ils continuent de faire leur pain avec la farine et le blé, comme tu sais. Oui. Mais à côté, on propose du pain avec du mil. Oui, mais si on fait ça... Mais demain, le mil sera plus cher? C'est parce que j'ai remarqué, c'est toujours comme ça. Non, il y a le mil qui est cher. Moi, je viens du village. C'est le mil qu'on va augmenter. Vous connaissez le kilo du mil aussi, qui était à l'époque, c'est à 30 kini. C'est à 35 000 kini. Attends. C'est 45. Et si c'est cher, c'est à 45 francs le kilo. Et aujourd'hui, le 225, astaghfirullah, 225 le kilo. Mais aujourd'hui, ça peut aller jusqu'à 60 et 300. 55, 300 à 255, voilà. 300 à 250 le kilo. Le niébé qu'on achetait à 700 francs, aujourd'hui c'est 1200, 1300 le kilo. Je peux vous dire, il y avait 2 années, 2019, j'ai gagné quelque chose
pour que les gens qui vont partir à la Mecque, les niébés qu'ils ont besoin, c'est 600 tonnes. Je ne pourrais même pas la trouver sur l'étendue du territoire. 600 tonnes. Parce que les gens ne cultivent pas maintenant. Et pourquoi? Et ça aussi, c'est un autre débat. Si on cultive, la farine du niébé, on peut préparer du pain. La farine du niébé, on peut faire nos petits beignets là. Vous voyez, des bonbons là qu'on peut les préparer. Mais on a pas mal de choses. Mais comme je l'ai dit auparavant, on copie. Nous sommes trop dépendants des autres. Il va falloir comme disaient les Américains, l'Amérique aux Américains, l'Afrique aux Africains. Il faut que nous, les Africains, surtout les Sénégalais, nous puissions voler sur nos propres ailes. Là, je ne suis pas contre cela, mais attention que ça ne passe pas pour du racisme, parce qu'on reproche les Français de dire la France aux Français. Ça, c'est une phrase de Le Pen, par exemple. Voilà. La phrase que tu utilises, c'est une phrase d'un raciste, non, c'est dans ce contexte en France. Mais pour quand même te répondre par rapport à la comparaison Sénégal-France, c'est pas bon de comparer Sénégal-France, c'est deux continents totalement différents. Ouais. En France, nous avons beaucoup de solutions justement pour la diminution des prix. Nous le voyons à travers ces publicités par rapport aux supermarchés qui font de la compétition justement pour diminuer les prix, qui font des négociations avec les producteurs locaux, parce qu'en France, ils sont tellement fiers de leurs produits. Tu le vois même sur les étiquettes, produits local, made in France, ils sont tellement fiers. Pourquoi le Sénégal ne le fait pas? Ça, c'est une question encore à côté. Maintenant, non, nous ne comparons pas la France et le Sénégal. En France, il y a des aides, ce qu'on dit les allocations familiales. Une femme enceinte, elle a des allocations. Une femme accouche, elle a des allocations, et l'enfant a des allocations jusqu'à sa majorité. Un individu ne travaille pas, un Français donc qui ne travaille pas, il aura le RSA. Donc approximativement de 400 €, 500 €, ce qui le pousse finalement à ne pas travailler, parce qu'il va avoir tellement d'allocations, une aide pour les loyers chers, comme tu dis, il y aura ce qu'on appelle l'APL, l'aide au logement. Donc c'est pour te dire qu'en fait, on ne peut pas comparer la France et le Sénégal. En France, il y a tellement d'aides et pas difficile à avoir. C'est pourquoi au Sénégal, on prend des pirogues, on prend des pirogues pour aller en France, parce qu'on dit que c'est l'Eldorado. Voilà. Pourquoi il y a des morts dans l'eau? Pourquoi il y a des gens qui se tuent? Et pourquoi aussi il y a ce nouveau trafic, d'ailleurs, dont on en a parlé à Time for Africa Magazine, de visas. On est en train de monnayer les rendez-vous pour l'obtention d'un visa pour partir en France. À ton avis, pourquoi? Parce que justement, la France est meilleure que le Sénégal. Voilà, c'est... bon. Comme vous disiez l'autre, la comparaison n'est pas raison. Si je dis je compare la France au Sénégal, il y a une partie que je voulais montrer. C'est quoi cette partie? La France n'a pas les ressources, la matière première. Vous n'avez pas. Si le Sénégal. Quelle matière première? Parce qu'en France, on cultive en France. Donc quelle matière première? Je ne dis pas le contraire. Non, mais dis-moi quelle matière première. Les matières premières que je peux vous dire. Aujourd'hui, l'or, vous n'avez pas. Ici au Sénégal, l'uranium, vous n'avez pas, plus que nous. Et les phosphates, vous n'avez pas. Et si on parle au niveau aussi, tout ce qui est halieutique, on est plus que vous. Mais pourquoi ces Sénégalais, ce qu'on a de plus, c'est comme disait l'autre, on est assis sur l'or, on commande l'or ailleurs. Et c'est ça que je voulais vous montrer. Pourquoi? Ça doit être... Que le Sénégal, pourquoi le Sénégal n'est pas autonome? Autonome. Parce que si on voit la France, moi, ce n'est pas la France seulement, si on fait... L'Europe, on peut dire. Si on recule un peu en arrière, on étudie l'histoire des pays développés. C'est des pays qui... C'était dans si on prend le Japon, qui était dans le même... c'est le Sénégal dans des années. La France, il ne s'est pas levé comme ça pour devenir un pays développé. Parce que lorsque vous faites les métros là que vous faites, ils sont d'abord dire aujourd'hui les pays africains la démocratie. Alors que eux, avant de parler de démocratie, les Français travaillent. En fait, il n'y a pas de secret. Les Français travaillent. J'en viens pour ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous allez comprendre l'image que je voulais montrer. Les Français,
les pays développés, d'abord, ils n'ont pas installé d'abord la démocratie tic au tac. Ils ont d'abord travaillé toutes les couches confondues, même les femmes enceintes. Parce qu'il y avait, j'ai tapé dans un documentaire pour voir, le métro que vous voyez, il y a un vieux qui explique, à l'époque, les femmes enceintes vont travailler pour participer au développement du pays. Mais maintenant, cela ne va pas être. Parce qu'une femme enceinte, elle ne va pas aller travailler d'abord. Elle doit prendre le congé de maternité. Est-ce que vous voyez? Et il y a le congé paternité. Voilà, il y a les deux à la fois. Mais un pays qui est... Mais après, là, ça dépend. Voilà, là, tu parles de la France, mais bien sûr, il y a les congés parentaux, il y a les congés maternité, paternité, maladie. Mais ici, les femmes enceintes, ici, déjà, la femme sénégalaise, pour qu'elle aille travailler, c'est autre chose. C'est très difficile. Je parle en connaissance de cause, en ayant ouvert donc une télévision, en créant une entreprise. Les hommes, à la limite, allaient sur le terrain, on va dire dans les débuts, allaient sur le terrain, mais c'est les femmes qui ne voulaient pas aller. Non, j'ai des talons, il fait chaud, ou je vais noircir. Alors là, le coup que je ne vais jamais oublier, je vais noircir. Donc ça, c'est vraiment ce que j'entends au Sénégal. En France, tu ne vas jamais entendre une blanche, non, je vais bronzer. Je ne pars pas sur le terrain parce que j'ai bronzé. Ça n'existe pas en fait. Et les femmes enceintes, elles travaillent. Bon, il y a un temps par rapport à... Après, je dirais que ça dépend aussi de la santé de l'individu. Chaque santé, chaque personne le vit différemment. Voilà. Mais en généralité, la femme enceinte va travailler. Ici, dès qu'elles sont enceintes, tu les vois plus, tu les entends plus, elles sont couchées. Mais limite, tu vas lui ramener son verre d'eau devant elle. Non, c'est pas ça, c'est pas normal ça. Parce que être enceinte, c'est pas une maladie en réalité. Être enceinte, c'est une bénédiction et c'est pas une maladie. Donc tu as parlé de grossesse, mais effectivement, moi, ça me dépasse quand je vois une femme enceinte ici. Je dirais, là, je vais parler de la capitale, on va dire à Dakar. Ah ben dis donc, elle est couchée. Mais les femmes enceintes du village, ce sont des femmes françaises pour moi. Voilà. Ce sont des femmes qui carburent. Voilà. Et plus, même plus que les femmes françaises. Il faut arrêter. Parce que la femme française qui est enceinte, elle a son métro gratuit, je dirais. Elle a le transport gratuit. Ici, les transports ne sont pas gratuits. Voilà. Et au village, il n'y a pas forcément de bus, ni de voiture, ni de transport. Parfois, donc elles sont là à pied, à marcher des kilomètres, à porter des bassines d'eau. Donc moi, j'ai beaucoup plus de respect pour les femmes villageoises. Et je suis en admiration totale pour les villageoises au Sénégal parce qu'elles nous donnent des leçons de vie chaque jour. Et moi, j'admire ces femmes-là en fait qui carburent et qui transpirent pour subvenir en fait aux besoins de leur famille. Et ça, moi, je suis totalement ébahie. Et je dis chapeau bas pour ce genre de femmes-là, bien sûr. Mais bien, à ne pas comparer, parce que chaque situation est différente. Voilà, c'est que l'image que vous ne pouvez pas voir, c'est quoi? Ce que je voulais montrer d'abord. Et avant qu'aujourd'hui, si les pays européens ont pu instaurer cela, ils ont d'abord travaillé forcément pour subvenir aux besoins primaires des pays. Les besoins d'abord, ce qui est essentiel. Ils ont combattu d'abord la faim, la santé. Et les maladies. Voilà. Donc, après le reste, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, moi, si je ne travaille pas, je ne me déplace pas, est-ce que je peux avoir quoi manger à la maison? Mais en France, je peux aller mettre mes papiers en Europe sur le chômage. Si je le fais, fin du mois, ils vont me payer. Effectivement. Mais ici, qui va me le faire? Personne. Parce qu'on n'est pas dans le formel. Si on est dans le formel, cela peut être. Mais on n'est pas dans le formel. Parce que pour que l'individu puisse comprendre, il faut qu'on l'explique. C'est quoi la valeur de la chose. Nous, aujourd'hui, on a des potentialités au Sénégal. Mais les potentiels ne parviennent pas à les exploiter. C'est l'autre qui vient et qui exploite à la place. Et ça crée la jalousie. Très bien. Alors, selon toi, quels sont les secteurs les plus touchés au Sénégal? Les secteurs les plus touchés, c'est au Sénégal, on a les secteurs de commerce, surtout. Parce qu'aujourd'hui, on voit que les étrangers qui occupent le milieu du commerce, plus que les Sénégalais. Certes, il y a les Sénégalais, mais on voit que aujourd'hui, on voit aussi il y a une entreprise qui est là, qui produit des pommes de terre, qui cultive des pommes de terre et de l'oignon, et pour les amener. Et nous, ça aussi, je peux parler de on peut cultiver la terre qui est là. Les secteurs aussi de lait. Nous, on a des vaches,
Et il y a quelqu'un qui même un ami qui me dit si vous partez vers Fouta dans la saison pendant la saison des pluies, il y a tellement de lait, ils vont mettre couper des barils et mettre du lait. Moi, mais attends, ça c'est une entreprise. Pourquoi ne pas transformer ces laits-là? Moi, à l'époque, c'est comme ça. Donc, nous, on a des choses, des atouts, mais on ne les exploite pas. Oui. Est-ce que vous voyez? Si on les exploite, ça va beaucoup contribuer à atténuer certaines vies de la population. Mais malheureusement, on ne le connaît pas. Et ceux qui le connaissent aiment rester dans le confort. Oui. C'est que moi, je vous salue. Vous avez quitté la France, comme vous l'avez dit. Beaucoup de jeunes comme moi, nous voulons tous aller en France. Et pourquoi vous êtes venus s'implanter à Dakar, en Afrique, plus précisément à Dakar, au Sénégal? C'est parce que vous avez vu un vide. Vous avez eu en tête que moi, je dois participer au développement de ce pays-là. Je dois aider ces jeunes-là à avoir quelque chose. Au contraire, nous, il faut aller. Il y a deux choses. C'est pas parce que, bon, on dit l'Eldorado, mais le pouvoir d'achat, ça compte beaucoup. Et le monnaie, les monnaies là, votre monnaie est plus forte que les miennes. Alors, le pouvoir d'achat, donc l'impact sur le pouvoir d'achat, l'impact sur le pouvoir aussi d'achat des ménages. Les familles, pour subvenir à leurs besoins essentiels en raison de l'augmentation des prix. Donc on voit que c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est quand même une catastrophe. Donc en fait, comment les familles arrivent-elles à s'en sortir? Comment donc les ménages arrivent à s'en sortir avec cette hausse de prix? Bon, je le dis tout à l'heure, pour que s'en sortir, il va falloir que voilà, on diminue nos besoins. Même si, parce que d'abord, il va falloir qu'on fait, on va faire d'abord noter quels sont les besoins nécessaires. Ceux qui sont nécessaires, il va falloir qu'on diminue certaines pour faire d'autres. Mais il y a d'autres qui ne peuvent même pas le faire. Parce que tout le monde... Les plus vulnérables. Qui sont les plus vulnérables? Qui sont les plus vulnérables? Les plus vulnérables, c'est des gens qui ne peuvent même pas, comme nous nous sommes tous entendus. Aujourd'hui, même 5 000 francs, tu ne peux même pas faire votre déjeuner. Hier, donc les jeunes, tu veux dire? Les jeunes, les plus vulnérables, c'est les jeunes qui sont plus touchés. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez, les couches vulnérables, c'est les jeunes et les mamans. Vous savez pourquoi? Parce que l'évolution d'une société, c'est des tranches d'âge. Mais tout ça se récupère sur la jeunesse. C'est pour ça que je dis tantôt, Lada nous dit, dis-moi quelle jeunesse que tu as, je te dirai quel peuple tu auras. Si on a une jeunesse travailleuse, une jeunesse engagée, une jeunesse déterminée, là, on peut surmonter pas mal de coups. Les solutions, c'est donc d'encourager en réalité la production locale, comme on l'a dit, donc l'importance de soutenir l'agriculture. Le gouvernement avait fait une augmentation justement du budget au niveau du ministère de l'Agriculture, mais est-ce qu'on l'a vu? Voilà, parfois il y a certaines orientations. Le problème, c'est l'État de subvention. Chaque fois on l'entend. Mais pour moi, il manque de communication. Et il faut qu'on touche le doigt là où se trouve le problème. Le problème, il faut aller voir les paysans. Mais attends, si moi je suis là, j'ai 1 hectare, et vous avez 10 hectares, vous êtes plus cultivateur que moi. Mais bon, j'entends que voilà, l'État va se donner quelque chose, et bon, je suis quelqu'un, voilà, je connais quelqu'un, ouais, je connais le ministre. Je dis, moi j'ai honte, moi je suis un cultivateur. On me donne au détriment des gens qui doivent être fournis de ces matériels-là. C'est ça le problème. Parfois, tu entends les paysans qui disent, on entend ça, mais on ne le voit pas. Le problème pour moi... Donc il y a une population, en fait, il y a une minorité qui arrive à voir en fait le développement, le budget par exemple de l'agriculture. Tu as une petite partie de la population qui en bénéficie et d'autres non. Mais les personnes qui ne les voient pas, on est d'accord que c'est des gens au village. Qui dit agriculture dit forcément en dehors de Dakar. Voilà. Et donc ces gens-là, donc tu es en train de dire qu'ils n'ont pas l'information. Ils n'ont pas l'information et puis ils n'ont pas aussi accès. Parfois pour avoir l'information, on doit aller vers l'information. Mais quelqu'un qui ne connaît pas et qui n'a pas été à l'école française, il connaît que le Coran et le travail. Mais si je lui dis d'aller vers l'information,
Il va demander qui. Et plutôt, nous, l'État sait quels sont les secteurs qui cultivent de plus. Donc là, je dirais que c'est un travail des maires. Voilà. C'est les collectivités locales. Mais est-ce qu'eux aussi, parce que vous l'avez dit dans vos propos, nous faisons trop de politique politicienne. Et on oublie ce qui est essentiel. Mais sinon, le Sénégal, à l'instant T, le Sénégal, on ne doit plus parler des pays émergents. Non, non, non. Parce qu'on a vu le gouvernement, la stratégie qu'il a menée. Bonne stratégie ou mauvaise stratégie? Une bonne stratégie. Vous savez pourquoi? Au moment où, pendant la pandémie, que d'autres pays plus développés que le Sénégal sont dans des difficultés, nous, on n'a pas ressenti plus que. On a senti moins que. Vous savez pourquoi? C'est l'adaptation du gouvernement qui a anticipé, l'anticipation du gouvernement qui a anticipé de certains faits. Mais c'est ce que nous devons continuer à faire dans cette lancée, c'est quoi? Si le gouvernement, par rapport à l'agriculture, anticipe, dire donc nous devons avoir l'autosuffisance en riz, nous devons il faut commander des tracteurs. Nous devons savoir que les tracteurs-là doivent passer dans les mains de quels paysans. Oui. Si on identifie cela, comme ils sont en train d'identifier, ils touchent le doigt les familles les plus vulnérables. Ils les donnent une enveloppe. Mais si on fait la même chose par rapport à l'agriculture, à l'instant T, on ne va plus parler de suffisance en riz au Sénégal. Le Sénégal sera importateur du riz. Parce que je connais les vallées qui existent, je connais l'espace qu'on a au Sénégal. Ça suffit. Il y a des jeunes qui sont là, à travers leur cerveau, ils produisent des centaines et des centaines de tonnes. Si on les donne des tracteurs, ils vont produire des milliers de tonnes. Effectivement. Donc il faut mettre à disposition en fait à ces paysans-là les moyens. Des moyens. Et aussi l'État peut trouver un système pour réguler les prix par exemple. Parce que parfois le budget est là, mais on ne sait pas où part le budget comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc aussi la régularisation des prix, de l'augmentation des denrées. On part à la boutique en bas de la maison. Aujourd'hui, le lait va être à 800, le lendemain ça va être à 1200. Donc il faut aussi une surveillance de l'augmentation des prix. Aujourd'hui, tu vois, les médicaments c'est 200 ou 300 à l'unité, je dirais le paracétamol. Le lendemain c'est 500 francs, tu ne sais pas pourquoi. Donc en fait, je pense qu'il faudrait aussi qu'il y ait des mesures pour vérifier en fait l'augmentation des prix. Mais est-ce que ça existe ici au Sénégal? Oui, il y en a. Il y en a les contrôles économiques. Il y a des contrôles qui sont là. Mais pourquoi il ne faut pas parvenir? Et là, je me rappelle, c'est en deuxième année qu'on m'a fait comprendre cela. Et pourquoi? Même des contrôles, les gens qui contrôlent les bâtiments, ils ne parviennent pas à déclarer, à dire tel bâtiment ou tel marchandise est comme ça. Moi, je viens pour contrôler votre... Il y a un problème, je pense. Il y a un problème, c'est le problème que je voulais vous dire. Je viens pour que vous contrôlez. Alors que moi, je ne gagne même pas 100 000 francs, par exemple. Je viens pour vous contrôler. Je sais que vous n'êtes pas en règle. Vous me dites, c'est vrai, je ne suis pas en règle. Vous devez payer à l'État 2 millions. Et là, si je dois vous donner une quittance pour vous partez au niveau du trésor pour payer. Mais vous me dites, d'abord, il faut laisser, parce que voilà, la famille... Le Sénégal est trop solidaire. Moi, je me dis, non, c'est pas grave. Tu me donnes, c'est pas une souffrance de corruption, tu me donnes 300 000 francs, par exemple. C'est un pot de vin. Est-ce que vous voyez? Donc, pour moi, c'est 3 mois de salaire. Que j'ai. Mais si l'État m'a mis à ma disposition une voiture, confort, là je ne peux pas me soucier des miettes que vous allez me donner. Est-ce qu'il y a certains secteurs qui vont contrôler? Il faut les donner, il faut les outiller. Mais ils sont outillés? Non, je suis d'accord d'une part, mais si quelqu'un qui va venir prendre 100 000 francs de vous, parce qu'il n'a pas ces 100 000 francs là. Bah, je dirais que bon, déjà, si c'est un employé de l'État, forcément, il y a salaire. Maintenant, le salaire, c'est un salaire, on va dire, en moyenne, c'est le salaire moyen du Sénégal. On ne peut pas payer quelqu'un 500 000 francs
en fait, dépasser la moyenne de salaire, en fait, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait une logique, c'est le Sénégal. Mais maintenant, en fait, là, c'est très intéressant ce que tu dis et très dangereux à la fois. Ça veut dire que maintenant, le gouvernement met en place un système de régularisation des prix, d'augmentation des denrées alimentaires ou peu importe, des transports, des loyers. Donc l'État a mis en place ces systèmes-là de régularisation, mais ce sont les salariés eux-mêmes, les employés eux-mêmes qui sont corrompus. Mais on s'en sort plus là. Bon, si je dis ça... Ça veut dire que donc il y a l'individu, il y a Awa qui va payer, qui va payer en fait le contrôleur, tiens 100 000 et tu fermes ta bouche. Mais dans ce cas, mais c'est un problème. C'est-à-dire que le problème, c'est même plus le gouvernement, c'est l'individu même. Et voilà. C'est plus le gouvernement, c'est le Sénégal. On l'a dit tout à l'heure. Le problème... La corruption. Je vous demande, le corrupteur et le corrompu, qui est corrompu? Pour moi, c'est les deux. Non, le corrupteur et le corrompu. C'est les deux. Non. Moi qui suis là... Non, ma question, c'est quoi? Ma réponse, elle est là. Il faut l'accepter, ma réponse, c'est les deux. J'accepte. Mais il va falloir... Si on dit choisir, on sait que ça commence de 2 et plus. Mais si on dit prôner, c'est 1. Ma question, c'est quoi? Je dis, le corrupteur et le corrompu, qui est le plus corrompu? Qui est le plus corrompu? Le corrupteur et le corrompu. Moi, ma réponse, il faut l'accepter. J'ai dit, c'est les deux. L'individu qui est malhonnête, qui va dire, prends mon argent et tu fermes ta bouche. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et le deuxième qui est malhonnête, c'est celui-là qui dit, oui, donne et je ferme ma bouche. Voilà. Donc là, les deux, je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas un plus que l'autre, c'est les deux qui sont malhonnêtes. Les degrés ne sont pas les mêmes. C'est moi. Les degrés ne sont pas les mêmes. La personne qui influence à corrompre, son degré est plus haut. Parce que l'autre, il est venu dans le but de son travail. Moi, mon intention, c'est quoi? De ne pas payer, corrompre. Ce que je vous dis, je l'ai vu. J'étais avec un de mes professeurs qui était à... Bon, je vais taire l'école. On va le retrouver. Je dois faire la promotion de cette école, c'est AFI. Un de mes professeurs de droit. On était en... Les gendarmes l'ont arrêté. Il était dans son véhicule. Il ne s'est pas descendu. C'est les policiers. Après, bon, moi je suis habitué, je vois les chauffeurs. Si on les arrête, ils descendent. Ils vont aller donner leur papier. Lui, on l'arrête. Il est assis. Il n'a rien dit. Il entend le gars, il venait, il dit, mais je vous ai arrêté, pourquoi il me dit non, je ne sais pas descendre. C'est à vous de venir. Quelle infraction j'ai commis? Il dit, ouais, Cartagena donne tout. Il a trouvé qu'il n'a pas fait quoi? Visite médicale, qui est technique. Il dit, mais votre visite technique était qui? Il dit, ouais, c'est vrai. Donc vous allez payer. Il dit, ouais, écris-moi. Si je peux dire une ordonnance, je dois aller payer. Il dit non, je vais le payer. Comme ça. Il est assis. Mais bon, c'est la première fois de voir cette réaction. C'était de ma deuxième année à AFI. Après, bon, je me suis dit, c'est bien de voyager avec les grands. Parce que si vous voyagez avec les grands, ils vont t'apprendre beaucoup de choses. Effectivement. Le gars m'a appris. Il dit, le gars, il faut, si Olof, bindel madame. Le gars, il a écrit, il était fâché. Il me dit, mon frère, vous voyez, demain, si quelqu'un t'arrête, il n'a pas le droit de descendre dans votre voiture, aller le rejoindre là. C'est lui qui doit venir envers vous. C'est votre droit le plus. Vous avez commis telle infraction, là, pour payer. Et si vous devez payer, ce n'est pas à lui de payer. Ça, vous comprenez? Oui, très bien. Hein? Donc là, si je dis le contrôle de l'État, qui doit aller dans les... Il doit être outillé d'abord. Parce que quelqu'un, il faut qu'on... Moi, je ne peux pas être... Il faut qu'il soit d'abord dans de bonnes conditions. C'est ça que je voulais dire. Donc, s'il n'est pas dans les bonnes conditions, donc pour les influencer, c'est très facile. Moi, je quitte chez moi, j'ai pas Donc, peut-être augmentation de leur salaire. De leur salaire. C'est ça, pour l'entendement, pour accepter. Pour contrôler quelqu'un, pour des millions, toi, tu n'as même pas 100 000 francs, c'est 200 000 francs. Non, ça, ouais, je comprends même. Est-ce que vous comprenez ce que je voulais dire? Je comprends très bien. Là, automatiquement, ils peuvent influencer. Certes, si on dit qu'il voilà, n'y a pas d'eau au marigot, certes, il n'y a pas d'eau, mais il y a de l'eau. On parle de marée basse.
Est-ce que vous comprenez? Excellent. Est-ce que vous comprenez? Très bien. C'est ça la réalité. Si l'État, tous les budgets qu'on vote, vous voyez la sécurité des lois, les propriétaires des maisons, ce qu'ils font aujourd'hui, ouais, on est d'accord. 2 semaines plus tard, ils vont venir, non, je vais réflexionner, vous allez sortir. Oui, et la pour preuve, augmenter le loyer. preuve, vous-même, vous êtes une preuve vivante. Un exemple pour nous, lorsque vous étiez au niveau de Christelle Gorgui, qu'est-ce que le gars a fait? Parce qu'il sait que là, si je continue, je dois baisser. Mais les autres qui vont venir, ils doivent s'adapter ou laisser. Et là aussi, c'est là où se commence la corruption de quelqu'un qui va venir. Effectivement. Est-ce que vous voyez? Moi, je sais qu'on a parlé, l'État a fait des efforts pour diminuer les prix. Moi, bon, je viens, je trouve que là, je sais qu'il y a cette maison, il y avait des gens qui étaient là. Mais le monsieur me dit non, j'ai fait sortir les autres. Mais toi, si tu veux entrer, si le loyer c'était à 20 000, tu vas payer 30 000 francs. Ils acceptent. Je suis corrompu. Parce que je n'ai pas joué le jeu. Peut-être pas corrompu, mais je dirais, nous sommes sous une contrainte en réalité. Mais même cette contrainte, là, c'est pas de la corruption de la personne qui va accepter la hausse du loyer. Peut-être parce qu'elle n'a pas le choix. Vous savez, c'est pas facile pour tout le monde de sortir d'une maison, de tout recommencer à zéro. Voilà, c'est tout ça. Il y a les cautions à donner, c'est pas facile. Hein? Je le dis, pourquoi? J'utilise ce mot-là. C'est pas la corruption, mais j'ai pas joué au jeu pour veiller à cette maintien des prix. Lorsque quelqu'un, moi, propriétaire... En fait, il fallait donc que le locataire dénonce cela. C'est ça que tu voulais dire? S'il dénonce, en fait, il faut aussi rentrer dans la situation de la personne. S'il dénonce, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez me rejoindre. Qu'est-ce qui va se passer s'il dénonce? Hein? Vous avez dit peut-être s'il dénonce? Mais je donne une situation par exemple. Il y a un locataire qui dénonce son propriétaire, voilà, parce qu'il veut faire une hausse des prix. Mais il faut savoir que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un pays quand même qui est corrompu en majorité. Qu'est-ce qu'il va faire le propriétaire? Même si l'affaire part au tribunal, ça va mettre combien d'années? Et puis, n'est-ce pas, le propriétaire, s'il veut, il l'expulse comme il veut, il paye le juge, il paye ça. Le locataire ne va pas s'en sortir, finalement, qui sera le perdant? C'est pas le propriétaire qui sera perdant. Le propriétaire, coûte que coûte, lui, demain, il va le louer. Voilà. Peu importe c'est qui, il va le louer et au prix du loyer qu'il souhaite. Mais le perdant, c'est qui? C'est le locataire? Où c'est tout le problème? Énergie, perte d'énergie, perte de santé, perte de tout. Perte de l'argent, parce que vous allez aller au procès avec le gars. On est d'accord. Donc, c'est pas favorable pour, malheureusement, le locataire de dire non, ou je vais te ramener à la justice. D'accord, on aime la facilité, mais là, c'est plutôt, on va jouer le jeu. On va fermer les yeux. Jouant le jeu là. Pour avoir la paix. Voilà, en jouant ce jeu-là, on est en train de tuer une partie importante de la population. Parce que finalement, ça va inciter les propriétaires à faire ce qu'ils veulent. Et puis c'est ça qu'on... Parce qu'ils ne seront jamais punis. Voilà, maintenant vous avez vu ma suite logique. Je comprends la logique, mais c'est pas facile d'être à la place du locataire qui a... Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Vous voyez, donc avec ça, si l'État, on dit que l'État joue un rôle de régulateur et de maintien, c'est l'État qui adopte. Il connaît tous les coins et recoins du pays. Parce qu'on dit que l'État est mieux renseigné. Et c'est comment, ce qu'on parle là, on dit, ils le savent mieux que nous. Donc, pour régler ce problème-là, si on oublie l'aspect politique, on pense à l'aspect citoyen, il faut régler ce problème-là. C'est possible. On va suivre ensemble le courrier de la semaine, justement, un papa. Tout à l'heure, tu disais que tu étais papa, que tu comprenais la situation. Donc, on va écouter donc ce courrier du papa c'est un cri, en fait, un cri de cœur dû à la hausse des prix au Sénégal. C'est tout de suite. Merci Koumba. Je vais vous lire sur le plateau le courrier d'un papa qui se plaint de la vie chère au Sénégal. Très bien, on t'écoute. Voilà. J'aimerais m'exprimer en tant que citoyen préoccupé par la situation actuelle de la vie chère au Sénégal. En ma qualité de père de famille, je ressens profondément les répercussions de l'augmentation constante des prix de denrées alimentaires sur le bien-être de ma famille et de nombreuses autres familles de notre communauté.
Il n'y a pas de commentaires. On va continuer à lire, parce que je me sens comme si c'est moi-même. Non, qui je vois, non, il est indéniable que la vie chère au Sénégal devient de plus en plus insupportable pour de nombreux citoyens. Les augmentations de prix de produits alimentaires de base, tels que le riz, le sucre, la farine, les légumes et même l'eau potable, ont eu un impact dévastateur sur notre budget familial. Il devient de plus en plus difficile de subvenir aux besoins fondamentaux de ma famille sans sacrifier d'autres dépenses essentielles, comme l'éducation de mes enfants et les soins de santé. Cette situation m'alarme profondément car elle affecte non seulement notre qualité de vie, mais elle menace également la stabilité sociale de notre communauté. Les familles à faible revenu, comme la mienne, sont les plus touchées par cette augmentation des prix et nous ressentons un sentiment d'impuissance face à cette réalité. Je comprends que l'inflation et d'autres facteurs économiques peuvent influencer les prix des denrées alimentaires, mais je crois qu'il est de la responsabilité des autorités locales de prendre des mesures pour atténuer cette pression sur les citoyens. J'espère que ce cri du cœur aura un impact positif. Je pense qu'il serait bon de mener une enquête approfondie sur les raisons de l'augmentation des prix des denrées alimentaires des Sénégalais et de mettre en place des mécanismes de contrôle et de régulation pour empêcher les spéculations et les hausses injustifiées de prix. Aider les familles à faible revenu à faire face à cette crise, notamment en fournissant une assistance alimentaire. En tant que papa, je dois être très tôt à l'extérieur et apporter le repas quotidien sur la table. Et croyez-moi, ce n'est pas facile. Donc on a écouté donc le courrier du papa. Donc tu as dit que ça te touchait en fait profondément parce que tu vivais la même situation. Alors quel conseil toi donnerais-tu justement en tant que père, de père à père en fait, pour cette situation qui est un peu difficile? Comme on l'a dit, la répétition elle est pédagogique. C'est comme si je dis, c'est comme si c'est moi. On dirait que voilà, j'ai déjà cette lettre-là qu'on est en train de lire avant. C'est une situation qui est un peu, comme elle l'a dit, alarmante. Oui. C'est une situation parce que qui dit père de famille dit on responsable. Effectivement. Donc si on est responsable, on est soucieux de l'avenir de nos enfants. Et il y a un passage dans cette lettre qui disait il est obligé de faire essentiellement d'autres préoccupations pour l'éducation de ses enfants et le soin de santé. C'est un mot qui est fort. Et on peut priver un père de famille qui n'a pas tout, qui a manque de tout. Il faut tout faire pour l'éducation de ses enfants et pour aussi leur santé. Parce que si on a une bonne éducation, on n'a pas la santé. Donc on va fausser notre train de vie. Et pour avoir ce train de vie normal, il faut avoir ces 3 repas quotidiens qu'il a mentionnés. C'est un père de famille qui doit sortir à l'extérieur pour chercher quoi manger. Donc j'ai l'impression que il parle de moi. Et alors que c'est comme ça, une réalité, si on l'a dit, elle est toujours tout prouvée comme ça. Ouais. Très bien. Alors,
Quel soutien, quel conseil tu donnerais au papa? Le conseil que je donnerais au papa, devoir tout faire. C'est vrai, c'est quelqu'un qui a une famille minérale comme moi, il doit tout faire pour avoir quelque chose de créatrice. C'est quoi? Il doit faire une petite table à côté, à la maison, que la femme ou les enfants, une fois descendus à l'école, pour créer un petit jardin qu'ils vont lui apporter de plus. Parce que si vous comptez, au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge, on ne peut pas supporter certains coups. Parce qu'au fur et à mesure, vous le connaissez mieux que moi, on a le taux de croissance démographique de la population, elle évolue. Elle évolue. Donc si on a ce taux de croissance, moi je sais, la famille, j'ai 2 enfants, j'ai 4 enfants. Donc au fur et à mesure que j'avance, j'ai des enfants, je dois mettre quelque chose qui va m'aider avant de prendre l'âge pour que les enfants, leur éducation et la nourriture pour que ça puisse faciliter. En gros, je peux dire le mari doit tout faire pour créer, faire un entrepreneur, créer une boutique à côté. On trouve les mamans le font, des tables, pour que voilà, il faut subvenir un tout petit peu à certains besoins qui ne vont pas impacter directement sur ce qu'il lui gagne. Donc c'est sous forme de soutien qu'il peut avoir à côté. Très bien. Voilà. Alors moi, ce que je conseillerais au papa donc d'une famille ici au Sénégal, c'est que vraiment c'est de tenir le coup. C'est vrai que c'est pas facile de gérer sa famille, c'est pas facile de gérer une épouse, de gérer des enfants, la scolarité, la santé. C'est pas évident, mais moi je lui conseille vraiment de tenir le coup et de vraiment de croire en Dieu, parce que Dieu peut tout faire du jour au lendemain. Sa situation peut changer, vraiment de carburer, de continuer en fait la recherche d'argent, de recherche de business, de créer comme tu l'as dit. Parfois être indépendant, ça aide beaucoup plus. Avoir son petit commerce à côté, ça peut aider aussi aux dépenses quotidiennes de la famille. Moi, honnêtement, je soutiens les papas qui sortent tôt le matin et qui rentrent tard le soir pour aider justement les épouses et aider justement les enfants. Surtout dans la scolarité, tu l'as dit, sans santé, il n'y a rien. Ben, bien sûr que sans la santé, on n'a rien du tout. Donc, tu peux être milliardaire et être malade. À quoi ton argent va te servir? Oui. À rien. Donc, honnêtement, bon, moi, je suis... Encore une fois, chapeau bas à ce genre de personnes, à ce genre de papas, les mamans là, qui courent justement, qui carburent très tôt le matin et qui partent justement à la recherche, qui sont sur le terrain sous la chaleur, peu importe les intempéries, peu importe le climat, pour subvenir aux besoins de leur famille. Donc un gros chapeau et tenez le coup, papa, tenez le coup. Allah est là pour tout le monde. Donc on va continuer donc pour clore cette émission, pour clore ce débat qui arrive prochainement à sa fin. Il nous restera juste la rubrique Time for Love que tu vas aimer, hein, donc des personnes qui sont à la recherche de l'amour. Donc là maintenant, on a parlé de la hausse des prix alimentaires, loyers, de la situation des familles, des papas, des mamans, de la jeunesse. Nous avons parlé des solutions que le gouvernement pourrait apporter en fait à la population sénégalaise. Mais maintenant, promouvoir l'éducation financière. Ça, c'est un travail qu'il faut faire. Apprendre aux ménages sénégalais, les éduquer sur la manière de gérer leur portefeuille. Ça, c'est une très bonne chose pour nous qui sommes des parents. Si aider les ménages à faire leur portefeuille, ça c'est dire aussi aider les femmes à apprendre. Parce qu'il y a pas mal de ménages au Sénégal qui ne sont pas instruits. Pour apprendre, donc, pour apprendre les ménages ou bien les femmes à apprendre comment gérer leur ménage sans passer à l'école. Parce que si au Sénégal, si on dit apprendre, on croit que c'est lui qui va directement à l'école. Ça, c'est une bonne solution pour les familles, surtout. Parce que si on les apprend comment gérer,
Leur portefeuille, voilà, comment tu sais de l'argent. Ne pas, par exemple, acheter un mouton s'il n'y a pas forcément l'argent. Ne pas mettre tout son argent dans les basins, dans les futilités, ce genre de choses. En fait, apprendre à la famille sénégalaise à économiser son argent, à mieux planifier ses dépenses. Je pense que ça peut vraiment aider la famille déjà sénégalaise. Surtout, ça peut même nous aider la famille à capitaliser quelque chose. Parce que si je comprends, si on aide une famille à faire dans ça, c'est pour l'aider à économiser, à éviter ces folklore. C'est folklore. Pourquoi je l'appelle folklore? Les baptêmes qu'on tu vois. Il y a combien de baptêmes dans le mois? Combien de fois on t'a sollicité, toi, à un baptême dans le mois? En moyenne. Mais t'imagines. Et pourquoi se sentir obligé d'aller au baptême et de donner? Si tu n'as pas, tu gardes. En fait, tout ça, c'est du calcul. Maintenant, pourquoi aller à 5? Tu peux aller à 1. À la personne qui est avec toi, la personne que tu vois régulièrement, la personne qui est présente pour toi, tu vas à son baptême. Mais tu ne vas pas aller au baptême de 5 personnes différentes. Tu ne vas pas aller à 5 mariages dans le mois. Pourquoi? C'est parce qu'il y a ce Sénégal qui est là qu'on parle pays de Teranga. Ce que la société africaine ou sénégalaise, nous, on se regarde entre nous. Si vous avez un événement, moi je ne viens pas. Vous allez dire, mais attends, voir les vidéos là, mais c'est pas vu. C'est pas possible. Si, il y a ce problème là qui est là. Je connais parce qu'un jour j'avais vu ça, une maman qui avait un carnet de notes, un gros carnet. Il y avait, je pense, une centaine de personnes au mariage et elle notait chaque personne ce qu'elle a donné. Pareil pour le baptême et après. Si l'autre personne se marie, donc les invités se marient, la mariée qui était là, qui a reçu les invités, ce que telle a donné, si elle a donné 20 000, moi aussi je vais donner 20 000 francs à son mariage. Mais tu t'en sors pas en fait, c'est pas du business là. C'est devenu du business en réalité. Ça c'est la mentalité des femmes qui sont comme ça, dans leur solidarité, parce que pour moi c'est sous forme d'épargne. Je le nomme comme ça. Parce que je l'ai vu, même les funérailles, on décès, les gens qui viennent, tu dois les connaître. Donc si voilà que Dieu... Non, moi le décès, je comprends. Sincèrement. Non, mais le décès, je comprends. Non, le décès, je comprends. Le décès, c'est le décès. Donc, c'est pas la même chose. Mais baptême, mariage. Tout ce qui est, en tout cas. Ça, c'est pas utile, en fait. Mais même décès, on ne va pas vous voir ça. Parce que ça, c'est pas. Non, mais le décès, pour moi, c'est important de marquer sa présence. Si tu peux. De donner quelque chose. Si tu peux, mais c'est pas forcé. Mais du moins, de marquer sa présence sur le décès. Parce que c'est quand même une situation qui est très difficile. Perdre un être cher dans sa vie, c'est une expérience très lourde. Et je pense que là, oui, tu peux être présent. Pour moi, en fait, les événements, parce qu'on ne va pas dire que c'est une fête, mais les événements où tu dois être présent, c'est vraiment le décès. Un funérail, voilà. Mais après, le reste, franchement, si tu as 5 mariages, 5 invitations par mois, pourquoi te fatiguer et aller? Pourquoi te tuer, te couper les veines, or que tu sais que le lendemain, tu n'auras rien sur la table? Parce que le problème des ménages, nos femmes que vous êtes, vous ne souciez pas trop ce que demain va vous réserver. Mais vous vous souciez de ce que vos proches vont dire. C'est pas bon. Et c'est ça aussi, que voilà, on sentit ce souci-là des parents, des maris, parce que forcément, ma femme doit aller à tel baptême, ma femme doit aller à tel mariage, et tel monsieur est venu passer ici. Et donc, c'est pour ça que moi je l'appelle, c'est l'épargne. Et donc, je te donne 5 000 francs. Si j'ai une activité, tu dois me donner 5 000 francs. Mais c'est pas forcé que les gens jouent le jeu. Voilà, c'est pas forcé. Mais bon, c'est leur mentalité. Et puis, vous voyez aujourd'hui, c'est bien de les faire apprendre comment gérer ces ménages-là. Parce que si une femme qui n'a pas compris ce que vous venez de dire, elle va se dire, attends, le 8, Madame X et Y était là. Ensuite, la somme qu'elle m'avait donnée, c'est 50 000. Alors qu'elle sait qu'elle ne peut même pas avoir 10 000 francs par mois. Elle va fatiguer qui? Son mari. Si lui et elle est là, donc elle va fatiguer qui encore? Et ce qu'elle peut donner à son mari là, c'est ça qu'il va prendre. Allez, donner ça aux autres.
Donc c'est ça qui nous... Si on continue comme ça... Il n'y a pas de soutien dans le couple, c'est ce que tu veux dire. Ouais. Voilà. Et puis ça encore, ça plonge la population dans cette pauvreté-là. Et dans des difficultés financières. Dans des difficultés financières. C'est vrai. Et puis qui parle de difficultés financières, on dit, il y a la pauvreté qui va venir s'installer. Ça c'est clair, c'est évident. Voilà. Très bien. Ça. Alors on va passer à la rubrique suivante, Time for Love. Donc c'est des personnes qui recherchent l'amour. C'est tout de suite. Je m'appelle Kumba, je suis monteuse à la TFA. Je crois, parce que ça fait partie de nous, c'est quelque chose d'inné. C'est dans nous quoi, en fait. On l'acquiert dès la naissance, donc par rapport de nos parents, à nos maris, voilà quoi, jusqu'à nos enfants, donc ça fait partie de nous. J'aimerais avoir un homme qui me complète, un homme qui me protège, qui doit avoir confiance en moi, qui est capable de me propulser vers l'avant, selon moi. Oui, c'est évident. Pourquoi? C'est évident. J'aimerais me marier, fonder une famille, avoir des enfants, c'est évident. Un menteur. Expliquez comment ça? Un menteur. Bon, dans la vie, il faut être honnête. Il faut dire ce qu'il y a en toi, ce que tu es, ce que tu représentes pour que cet amour puisse se préserver. Je cherche la sécurité, l'amitié, tout ce qui va avec quoi. Oui. Combien d'âmes? 5. 5 garçons? Non, 3 garçons, 2 filles. Pourquoi? Parce que j'aime les enfants. Et je suis fille unique. Ma plus mauvaise expérience, c'est le fait que j'allais me marier et d'un coup... Ça a capoté? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas. Jusqu'à présent, je ne sais pas. C'était quand ça? En 2018. C'est celui qui sécurise sa femme. C'est celui qui la protège de tout et de tout le monde. C'est celui qui lui prête attention. C'est celui qui est fidèle à son engagement. C'est celui qui la complète. C'est celui qui l'aime tout simplement. En se faisant confiance mutuellement, en n'écoutant pas les dires des autres, voilà, et en ayant une bonne complicité. Je suis fidèle. Il faut avoir confiance à son partenaire. D'abord, c'est ça qui anime la fidélité envers son partenaire. Aimez-vous tout simplement. Mais comment? Aimez-vous dans l'amour, dans la joie, dans le malheur comme dans le bonheur.
Donc de retour sur le plateau de Courrier du Cœur, donc le thème la vie chère au Sénégal. On a écouté donc une femme qui s'appelle Koumba qui cherche l'amour. Donc voici les critères de Koumba. Donc déjà, elle croit en l'amour. C'est une bonne chose. Elle croit en l'amour. Et donc parce qu'elle dit qu'on l'acquiert dès la naissance à travers l'amour que les parents ont pour les enfants, les maris pour les épouses, donc forcément elle croit en l'amour. Alors son style d'homme, c'est un homme qui la complète, qui la protège, qui a confiance en elle et qui est capable de la propulser vers l'avant. Alors elle croit au mariage, donc elle aimerait avoir une famille, fonder une famille et avoir des enfants. Alors pour elle, le pire des hommes, c'est un menteur. Ça pour elle, c'est catégorique. Dans la vie, il faut être honnête et dire ce qu'on a en soi pour que l'amour puisse être préservé. Également, pour elle, en amour, donc elle cherche la sécurité, l'amitié, tout ce qui va avec. Donc elle, c'est le packaging de l'amour. Elle souhaite avoir 5 enfants, 3 garçons et 2 filles, et elle adore les enfants, et malheureusement pour elle, elle dit qu'elle est fille unique. Alors, la plus mauvaise expérience de Koumba, c'est d'avoir eu donc un fiancé. Elle devait se marier, et du jour au lendemain, il s'est désisté. Elle ne sait pas du tout pourquoi à ce jour, donc ça l'a un peu traumatisée. Alors, et pour elle, donc, l'homme idéal, c'est celui qui la protège de tout et de tout le monde, et qui donne de l'attention, qui est fidèle et qui la complète. Alors on lui souhaite à Koumba vraiment de trouver cet homme idéal, parce que c'est son choix. Donc elle n'a pas parlé de physique, c'est la première, parce qu'en général les candidats parlent toujours de physique, un grand chocolat ou je veux une femme mince. Bon, elle, c'est vraiment des préoccupations, je dirais, moins superficielles, et on lui souhaite de trouver l'amour. Surtout, parce que l'amour, c'est ça qui nous fait jouir. Ouais. Et parce que pour avoir ce sourire-là, il faut aimer ce que vous voyez. Effectivement. Donc, si on n'aime pas ce qu'on voit, on a le visage renfrogné. Bah bien sûr, il faut être comblé. Comblé. Et l'amour, c'est tout. Hein. Avoir le bon partenaire, c'est vraiment tout. Surtout. Hein. Ouais, et ce qu'il a dit, il a décrit, fait une description. Bon, dans sa description, je sentis que c'est un musulman qui parle. Ou une musulmane, autant pour moi, qui parle. Et il a fait de belles descriptions en parlant l'homme, parce que le mariage, c'est une question de complémentarité. L'amour, comme disait l'autre, c'est un vide que l'on voit, ce vide-là doit être comblé. Ce vide-là ne doit pas être comblé par des pierres seulement, mais par ce sentiment, cette reconnaissance, cette union des cœurs, encore cette pitié de l'un vers l'autre. C'est ça qu'elle demande, et puis j'espère que c'est tout le couple du monde qui cherche ça. Et donc, comme vous l'avez dit, il n'a pas cherché le physique, mais qu'importe, elle, ce qu'elle veut, les caractères, les critères qu'elle a mentionnés, elle voit ça sur un homme, c'est fini pour lui. Voilà. Donc, c'est ce qu'on lui souhaite. Je lui souhaite que Dieu lui donne plus que ça, ce qu'il souhaite. Très bien. Parce que c'est le Dieu qui se trouve dans nos poumons. Et c'est le Dieu qui peut nous aider à s'en sortir dans nos difficultés. Et ce qu'il a vécu aussi. Du jour au lendemain, le désistement du mariage, c'est très difficile à vivre. Il faut qu'on l'encourage. Parce que le monde aujourd'hui, c'est comme ça. Et si on met toute notre attention sur une personne, tout à coup, si elle ne répond pas à notre appel, ou bien ce qu'on attend, ça nous amène à un bouleversement. Et ça pousse à la femme de ne pas croire aucun homme. Ben oui, parce que maintenant elle est traumatisée. Voilà, parce qu'elle est. Maintenant, pour qu'elle puisse faire confiance à nouveau, ça va être difficile. Hein? Ça, voilà. Donc, mais on va demander à Allah, comme nous, on ne peut pas le faire, mais Allah, il est le maître suprême de tout. Il peut l'aider à vous trouver cet homme. Et peut-être elle n'a qu'à comprendre ainsi. C'est le gars qu'elle croyait, Dieu n'a pas décidé, c'est pas son genre. Oui, effectivement, il n'était pas pour elle. Voilà. Très bien, merci Brahima de ta conclusion, c'est extraordinaire sur l'amour. Oh là là, tu nous apprends beaucoup sur l'amour, hein, Ibrahima. On va faire un spécial amour avec toi. Alors, pour en conclure avec l'émission, parce que nous arrivons à la fin de l'émission, le coût de la vie chère donc au Sénégal, qu'est-ce que tu en retiens aujourd'hui? J'ai retenu pas beaucoup de choses, surtout
Je l'ai vu et je vois comme mes proches le vivent et surtout la lettre qui vient de mon papa. Ça, c'est extrêmement important. Ce qu'on doit dire à nos États, on reconnaît qu'ils sont en train de faire, ils n'ont qu'à encore continuer davantage, donner, soutenir ces familles et soutenir ces populations. Aujourd'hui, parce que la vie chère va continuer si la jeunesse ne reste pas sur le pays. Oui, parce que c'est un problème qui est complexe et qui est surdimensionnel. Et voilà. Donc, le problème qui est aujourd'hui au Sénégal, on le trouve ailleurs. Mais peut-être, ils n'ont pas les mêmes connotations, ils n'ont pas les mêmes étiquettes. Donc, aujourd'hui, la vie est chère partout dans le monde. Mais nous sommes Sénégalais, nous sommes Africains. Nous devons se dire à l'État de continuer, d'aider. On sait que l'État ne doit pas créer de l'emploi, mais il peut encore aller, parce que si on voit un problème, comme je le dis tantôt, si on ne connaît pas un problème, on n'a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais si on connaît un problème, forcément il y aura une solution. Effectivement, en comprenant les causes profondes, on va forcément trouver la solution à cette problématique de vie chère au Sénégal. En tout cas, restez avec nous et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux de la chaîne Time for Africa pour avoir beaucoup plus d'informations sur ce thème-là, la vie chère au Sénégal. Et quant à nous, on se dit à bientôt.